C'est parti? Bon, ben rebonjour. C'est la deuxième partie, puisque la première, il y avait eu un bug. C'est Entre le rire et la peur avec Diodo qui vient d'arriver sur notre plateau et qu'on remercie beaucoup d'être là. Donc, on vous a invité parce que on est des citoyens préoccupés par la liberté d'expression. Et que là, c'est un espace où elle peut s'exprimer, où elle doit s'exprimer. Le but étant d'essayer de dissiper ou d'expliquer le malaise ou le flou qu'il peut y avoir autour de toute ce qu'on pourrait appeler l'histoire de Dionée, si vous voulez. Et bon, on sait qu'on se heurte à un sujet très très délicat, où Chomsky, vous-même et des tas d'autres se sont brûlés les ailes. Quant à nous qui l'avons invité, on ne peut pas être taxé ni d'antisémitisme, ni de quelconque appointance avec des secteurs d'une droite très extrême. Notre trajet, notre parcours le montre bien. Donc, pas d'amalgame. Essayons justement d'en sortir de l'amalgame. Et on va passer donc un moment avec Dieudonné. Tu veux présenter peut-être... Ah bah oui, moi c'est une joie, je le savais ici, parce que ici à Zaléa j'ai commencé à présenter donc le DVD. Reconnaissons que ça n'a pas été facile au début, hein. Tant que personne n'avait vu les spectacles, et c'est un gros problème actuel, les gens ne se fient qu'à ce qu'ils écoutent et s'ils entendent à la télévision, c'est-à-dire vos déclarations. Donc moi j'ai vu les spectacles. Au début avec Elie Semoun ça me plaisait moins bien, puis d'un seul coup quand vous avez été seul sur scène, j'avoue que j'ai beaucoup adoré. Et de plus en plus, même au Zénith. Vous avez des qualités de jeu incomparables, vous êtes on peut dire dans le milieu du spectacle l'un des plus grands comédiens, certainement même le plus grand actuel. Par rapport à que je le dis, moi je le pense, et je ne suis pas seul à le dire puisque j'ai passé 4 jours là dans un festival à Valloire où j'ai vu beaucoup de comédiens qui le disaient. Pas pour autant que non plus qu'ils voulaient être filmés pour l'entendre dire. Et ça c'est un peu le problème qu'on va aborder en premier lieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que dans le spectacle, l'artiste n'a pas vraiment sa place. C'est-à-dire qu'on lui donne... j'ai l'impression que vous avez un rôle de... Le comique a un rôle de poteau indicateur plus que d'artiste. Ah oui, c'est tout le problème de l'humoriste en général, qui est un peu le baromètre de la liberté d'expression. Vous êtes passionné par ce sujet, parce que moi, évidemment, la liberté, je suis enchaîné à ma liberté de penser au moins... Et c'est vrai que dans ce milieu-là et dans l'humour, le côté poil à gratter de l'humoriste aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de faire son travail convenablement. Bon, il y a les guignols de l'info qui, pendant longtemps, m'ont amusé par leur... je pense réellement qu'ils ont eu un rôle important dans cette société française. Aujourd'hui, ils sont toujours présents, mais on sent qu'il y a des pressions et des sujets qu'ils ne veulent pas aborder. Il y a quelques humoristes qui font leur travail consciencieusement, je trouve, mais très peu. Autrement, ce sont des amuseurs qui font des sketchs sur les portables, sur les pantalons trop courts, enfin bon, le régime, enfin bon, oui, des sujets intéressants qui sont des sujets de société, mais qui sont des sujets légers. Mais comme Diodo, là, on assiste à quelque chose qui est assez unique depuis Coluche, c'est que j'ai joué dans un film avec vous qui s'appelle Les 11 Commandements. Je vous ai remplacé sur un film, moi-même, j'avoue, parce que on ne pouvait pas vous prendre. Mais sur Les 11 Commandements, par exemple, vos noms ne figurent pas sur l'affiche. C'est quand même bizarre de faire disparaître un artiste sur une affiche. Et moi, vous ayant remplacé sur un film avec Bruno Solo, j'ai été choisi à votre place. J'ai trouvé ça quand même assez consternant. Et sur le dernier film de Michael Young, dans lequel vous deviez être pris, ils sont venus vous voir et ont dit non, surtout pas. Moi, je me demandais pourquoi, parce que moi, j'ai vu votre spectacle. Et on peut dire une chose quand même par rapport à vos spectacles, c'est qu'il n'y a personne qui n'a jamais contesté aucun sketch. Jamais. Je n'ai pas vu une seule fois une critique en disant il est antisémite dans ce sketch-là, il fait ci ou fait ça. Oui. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est vrai. Oui. Je critique, oui, j'essaie mais là, personne ne dit rien. Oui, ne conteste l'universalité du propos et voilà mon combat contre toutes les formes de frontières idéologiques, religieuses, ethniques. Je suis un être métissé, mélangé et qui s'amuse avec les frontières et le communautarisme. Et parfois, pour les hystériques de la communauté et du communautarisme, ça peut provoquer des réactions très vive. Voilà, et bon, il est clair que je pense que c'est tous les artistes, même vous parliez de Coluche tout à l'heure, je ne vais pas me comparer évidemment à celui qui m'a certainement donné envie de faire ce métier, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des moments, et je pense que j'ai ouvert une voie moi dans mon genre humoristique, ce qui fait que bon, je me suis heurté effectivement à une pensée unique et que bon an mal an, je pense que ça a quand même fait avancer quand même le sujet.
voilà, je pense avoir fait avancer un peu, et donc je pense que dans très peu de temps, tout ça sera fini, et je vais pouvoir me concentrer sur plein d'autres sujets tabous. Alors justement, là je pose la question essentielle, plutôt que des fois vos déclarations à la télévision, pourquoi vous n'exigez pas un extrait d'un sketch? Pourquoi vous dites pas, bon, je parle, mais vous montrez ça aussi? C'est la question, parce que les gens ne veulent plus voir les sketchs. Moi, je sais que j'essaye de dire, regarde le DVD et après on parle. On en arrive là quand même aujourd'hui. Il faut forcer les gens à regarder la cassette. Il me fait plus rire Dieudonné. Je pense que c'est faux. Tous les gens qui sont ici ont tous rigolé à votre spectacle. Pourquoi, quand vous passez en télévision, vous n'exigez pas le passage d'un sketch? Moi, j'ai été étonné, c'est la diabolisation. On en parlera peut-être tout à l'heure sur l'aspect plus politique. La diabolisation, c'est un phénomène étrange qui est orchestré par une sorte de rumeur dans un premier temps, et puis après des accusations, des phrases sorties du contexte. Moi, je vais pas jouer les victimes, je l'ai observé comme ça, cette diabolisation, et en même temps, comme c'est un concept très religieux, moi je ne suis pas croyant, et je suis étonné de voir qu'on diabolise. Tout d'un coup, quelqu'un peut porter le mal absolu, vous pouvez représenter le mal absolu, puis de lendemain, vous êtes un humoriste formidable, alors vous faites rire. Alors là, c'est le rire avec le diable aujourd'hui. Bon, bah, très bien. Le rire, il existe, il est partout. Et moi, mon travail, c'est d'aller le traquer là où il est le plus difficile de le trouver. Et c'est souvent dans des situations compliquées, des souffrances, des personnages qui sont des personnages humains, terriblement humains, et qui sont ni bons ni mauvais, qui sont ni Dieu, ni diable. On ne peut pas arriver, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question, à exiger qu'on passe un sketch de vous à la télévision quand vous passez. Il faut juste le dire, moi je passe, je ne viens que si tu me montres un extrait d'un de mes sketchs. Pour ça, il faut Vous êtes le seul à ne pas avoir de sketch à la télévision. Oui, ni en radio, sur Rire et Chanson. Je ne rentre plus ni maintenant dans les carrefours. Je ne rentre plus dans le concept du Rire et Chanson. C'est encore un autre rire, une autre forme. Mais encore une fois, je pense que c'est pas parce que je ne suis pas en harmonie avec une pensée unique que mon genre je dirais, est méprisable. Je veux dire, c'est un genre qui, pour vous n'avez pas encore de publicité, j'imagine. Ici, vous êtes aussi dans un registre un peu underground, visiblement. Et puis peut-être qu'un jour vous serez dans l'espace public, parce que voilà, les choses sont ainsi faites que les choses avancent, évoluent, tournent. C'est pour ça que je ne peux rien imposer à un système que je ne contrôle pas. Donc à partir du moment où vous... Mais bon, pourtant vous fait venir pour être le diable. C'est-à-dire, dans un film, il y a le rôle du méchant. Enfin, le poteau indicateur, comme... Oui, mais c'est-à-dire qu'on m'invite et on me dit, bon voilà, vous avez dit ça, vous êtes antisémite, c'est plus simple pour tout le monde. Et comme ça, on a des rôles, on a des personnages, on peut au moins avoir un plateau qui est représentatif, et puis on peut vous cracher à la gueule. Oui, mais bon, être un crachoir, pourquoi pas, hein, c'est un rôle comme un autre. Et au cinéma, oui, mais bon, voilà, je dis, bon voilà, crachez-moi à la gueule, allez-y. Enfin, il y a un prêt payé quand même. Moi, je suis sur scène depuis 20 ans. Oui, mais est-ce qu'on va vous autoriser la scène tout le temps? C'est la question que je... Oui, donc mais on peut pas m'empêcher d'avoir mon théâtre. Ensuite, c'est le bouche à oreille. Alors, on m'interdit là, on m'a interdit l'Olympia, on m'a interdit Bercy là récemment. Bon, Mais on peut vous interdire aussi la Mador. Vous pouvez peut-être gêner, parce que la dernière fois, je suis passé devant la Mador, j'ai vu une croix gammée. Ouais. J'étais choqué. Il y a des trucs du Hezbollah, j'ai tout eu. Donc on peut avoir les voisins qui d'un seul coup disent que ce théâtre-là n'est plus un lieu... Oui, c'est possible. Ouais. C'est possible. Bien sûr. Bien sûr, ouais. Coluche, ça lui est arrivé quand même. Oui, après c'est jouer dans la rue ou dans le métro. Bon. Non, vous n'allez pas faire ça quoi. J'ai commencé comme ça avec Elie, on a commencé, donc pourquoi pas. À la limite, il faut savoir aussi revenir aux sources parfois, et puis tout ce monde du spectacle pourrait avoir été à un moment donné, effectivement... Vous savez très bien que le monde du spectacle était un milieu de collaboration énorme pendant la guerre. Quand même, on peut pas... moi je le dis en mon nom, je le dis pas en votre nom. Oui, mais c'est vrai. Et puis c'est un milieu, il y a le meilleur et le pire, quoi, comme dans tous les milieux. Donc il y a aussi des poètes extraordinaires, des grands penseurs, des gens qui ont fait évoluer et avancer. Ouais, et puis avancer aussi c'est compliqué. Alors aujourd'hui, il y a cette télé-réalité, on est dans un grand mélange des politiques qui font aussi, qui ont une place importante dans le show business. On a l'impression que Ségolène ou Sarkozy sont des stars. Oui, c'est-à-dire qu'elles sont fabriquées en quelques mois et ils pourraient devenir la sagesse incarnée, le progrès. Je ne pensais pas qu'on vous a indiqué une place, comme on indique pour l'affaire de Denis Robert dans Clair Stream. On dit, voilà, les humoristes, pas plus loin que ça. Depuis l'affaire Coluche, peut-être, on a indiqué des limites. Voilà.
Vous pensez pas que vous êtes c'est vous, sûr, vous êtes et puis les limites, le panneau indicateur de ça, c'est trop loin, c'est fini, Ouais. pour montrer aux autres que, attention. Et Pierre, c'est le 2 poids 2 mesures qui est étonnant à mon endroit, parce que, vous voyez, Sevran, qui aujourd'hui... Justement, c'est ça que je voulais sortir. c'est le 2 poids 2 mesures, c'est assez Sortir, puisque vous tombez bien. hallucinant. Excusez-moi. Oui, effectivement, sortez, je voulais en venir sortez. ça avant de passer à un sketch et de terminer. C'est moi qui vais le dire, c'est Ouais. pas vous, comme ça vous fait de... Hier dans Libération, il y a eu un article qui est extraordinaire. Et je dis bien de l'ordre de l'extraordinaire. Donc c'est moi qui parle, hein, mais je l'ai trouvé extraordinaire. Pascal Sevran, incident clos. C'est fait par. Donc ceux qui ont signé cet appel, c'est Christian Autier, Philippe Besson, Christine Claire, Benoît Dutertre, France Gall, Christophe Gérard, Roger Hanin, je répète, Frédéric Mitterrand, l'autre étant mort, Renaud et Thierry Séchant qui sont frères, et Denis Télignac. Et alors là, cet article que hier, c'est dans Rebond. Je ne croyais pas ce que je lisais, je suis content d'être à côté de vous pour le dire. Pascal Sevran a rapidement présenté, je ne lis pas le début, a rapidement présenté ses excuses sans ambiguïté, expliqué combien la réalité de la famine lui était insupportable, on parle de l'Afrique, et regretté que l'Afrique ne soit pas mieux soutenue, notamment par les pays riches, enfin, etc., etc. Bon, il a ainsi rencontré, j'ai pas mes lunettes, le président de SOS Racisme, qui l'a trouvé atterré et digne. Vous entendez bien ce que je suis en train de dire. Et alors le mieux, c'est à l'issue de leur entretien, Dominique j'arrive pas à lire le nom. Sopoa a proposé à l'animateur un reportage en Afrique afin d'apporter un éclairage sur la situation de ce continent trop souvent supplicié. On peut donc aujourd'hui considérer que ce regrettable incident est clos. C'est-à-dire que c'est monsieur Pascal Sevran qui va nous parler des Africains. Je trouve qu'on est dans le surréalisme, à mon avis. Bon, j'espère qu'il y a une petite bite. Parce que... Donc, mais, bon, je peux pas lire parce que j'ai plus mes lunettes, mais rien que ce passage-là, quand même, on est dans quelque chose de surnaturel. C'est le 2 poids 2 mesures. C'est comment se fait-il que les autorités ne se soient pas mobilisées, qu'il n'y ait pas... là, tout d'un coup, ce qu'il a dit est très très grave. Moi, quand j'ai fait un sketch sur un colon israélien, parce que je me sens extrêmement solidaire de la résistance palestinienne. C'est comme ça, on a chacun ses opinions. Voilà, moi c'est mon opinion. Et je le manifeste quand j'ai l'occasion de le faire. En tant que descendant de colonisés, je comprends pas qu'aujourd'hui, en 2006, il y a encore des territoires occupés. Voilà, c'est tout ce que et je me bats contre ça. J'ai fait un sketch sur un extrémiste israélien. J'en avais fait d'ailleurs sur un extrémiste islamiste peu de temps avant. Et là, tout d'un coup, ce chantage à l'antisémitisme, machin. Et je présente des excuses aussi. J'ai pu heurter des gens le lendemain matin. La même chose que Pascal Sevran. La même chose avec politesse. En précisant, voilà, le fond de ma pensée. T'as eu des gens derrière ? Non. C'est-à-dire que, si, il y a quand même des gens qui sont venus m'aider. Ce serait malhonnête de le dire. Des humoristes, hein, d'ailleurs. Christophe Alvec, Bruno Gassio, de Lépine, bon, des gens qui font mon métier, quoi, qui font rire. Et c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est le 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que lui a dit quelque chose de très grave. C'est quelque chose d'abominable. La famine, et le responsable de la famine, c'est la bite des Africains. C'est-à-dire la misère en Afrique, et la cause de cette misère, c'est la bite des Noirs. Qui est Pascal Sevran ? Comment se fait-il qu'on n'ait pas droit au débat avec ce genre de négrophobe, qu'on n'ait pas la possibilité de s'exprimer ? Et voilà, il est simplement qu'il est, pas Dominique Sopo. SOS Racisme est une fabrication ridicule, il ne représente que lui, Dominique Sopo. SOS Racisme, c'est 20 ans d'entretien du racisme dans les banlieues et dans les cités. Ils sont en train de nous stigmatiser le Front National pour dire, voilà, l'ennemi, c'est eux, les méchants. Mais c'est pas les méchants, c'est des gens avec qui on va vivre. Donc, la moindre des choses, c'est on ne peut faire la paix qu'avec ses adversaires. On en parlera peut-être tout à l'heure. Moi, je suis désolé, quand on dit quelqu'un est raciste, mais il est français, on vit dans le même endroit, la moindre des choses, c'est d'aller le voir et de discuter avec eux. C'est pas, faut arrêter de les stigmatiser. Or, SOS Racisme n'a fait. Pour moi, le SOS Racisme est venu au secours du racisme. C'est-à-dire qu'ils ont entretenu le racisme dans les banlieues, et aujourd'hui, cet homme s'autoproclame représentant de la souffrance noire, alors que bon... Il cautionne.
Alors que ce même Dominique Sopo, sur le SMS injurieux de Marc-Olivier Fogiel, peu de temps avant, avait dit non, il n'avait vu aucune injure, alors que la justice a tranché et a condamné Marc-Olivier Fogiel. C'est exactement ce qu'il disait pour le livre. On a mal lu, que les gens ont mal lu c'est uniquement, il est là uniquement pour secourir les intérêts d'Israël. C'est tout. Le reste, il n'en a rien à foutre. Et à chaque fois qu'il y a le moindre problème, dès que ça touche la communauté juive, il grimpe au rideau, et quand il s'agit des autres, c'est comme s'il y avait une race supérieure aux autres. Et ça, c'est regrettable, c'est ça le racisme. Et SOS Racisme, c'est effectivement, pour moi, une association raciste, c'est SOS Sionisme à la limite, ça aurait pu s'appeler comme ça, qui n'est là que pour renvoyer les pauvres, les Arabes, les Noirs, les homosexuels. Là, en l'occurrence, Pascal Sevran s'est fait taper sur les doigts, je sais pas pourquoi, il appelle tout le monde à la rescousse. Disons qu'on lui excuse tout, puisque c'est sa manière de Pascal Sevran, sa manière de parler, sa franchise courante. Et on n'a pas l'occasion de le voir parler avec des gens qui portent plainte. Il l'a fait à la radio ce matin avec Claudie Siard, qui a été très bien, mais ça serait marrant quand même, au moins, d'ouvrir un grand débat et que France Télévisions, qui avec nos impôts paye. Lui aussi pose les problèmes d'une liberté d'expression qui a l'air de très très mal. Moi je dis pourquoi pas. Oui. Non mais moi je dis pourquoi pas. On peut parler. Par contre, il faut ouvrir le débat. Il faut ouvrir le débat. On ne peut pas le laisser dire. Et on finit par dire l'incident est clos. Et nous, comme aux Antilles d'ailleurs, ces émissions vont être interdites. C'est-à-dire qu'on n'est pas, par notre redevance, à payer ce genre d'individus. Nous, étant donné que nous sommes français d'origine africaine et antillaise, on n'a pas à supporter cette négrophobie à la télévision. On l'a à la financer. Ça a été le cas avec Marc-Olivier Fogiel. Il a été envoyé. Après, c'est que ces gens-là se trouvent une place sur M6, par exemple, comme Marc-Olivier Fogiel. M6 qui a par ailleurs subventionné un spectacle qui s'appelait Autant n'emporte le vent. C'était une sorte de comédie musicale qui se passait pendant la traite négrière où les gens dansaient. Pourquoi pas. Non mais là encore, 2 poids 2 mesures. Moi j'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais à ce moment-là, faire la même chose dans les camps de concentration nazis. Pourquoi pas. À ce moment-là, la liberté d'expression totale. On a le droit de dire tout ce qu'on veut. Et moi, je suis plutôt pour cette option-là des choses. On n'est pas obligé, je suis pas obligé de plaire, mais il n'y a pas un drame plus important qu'un autre. Et à partir du moment où on autorise la liberté d'expression, il faut que ça soit sur tous les sujets. Là, on va justement, par rapport à ce qu'on vient de dire, on va passer le premier extrait, c'est sur mes excuses. Oui, mes excuses. Qui va recentrer, puis voilà. Alors, on y va, c'est quand tu veux. Moi j'ai pas mis merde. J'ai pas pu tout lire. Enfin. Dieu t'a pardonné. Je m'excuse. Je m'excuse au peuple élu. Pardonne à la bête que je suis les offenses proférées, mais je n'ai pas d'âme. Mes paroles ne sont qu'un grognement instinctif. Ça n'a aucun sens. Je me soumets à ta grandeur, ô peuple élu. Merci de m'avoir épargné, maître. Merci, maître. Dans le cul, mais tu vas te mettre. Connerie de pensée unique. Mais un jour, je serai libre. De toute façon, il n'y a pas de raison. C'est clair, je veux dire. Ah, ben, il y a tous mes co-détenus qui sont là. Ça va, les gars? Ouais, ça va? Ouais, c'est dur. Ah ouais, c'est dur, t'es marrante. Aujourd'hui, t'en prends plein la gueule pour pas un rond, puis c'est tout. Puis tu la fermes, et puis c'est d'ailleurs, ferme-la, tiens, d'ailleurs. Là, l'autre, il commence à jacter, l'autre. Non, mais c'est terrible en ce moment. Les gens dans la rue viennent me voir. Dieudonné. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? C'est dur. Ah oui, mais c'est dur, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il y en a un, il me dit, oui, Diodo, s'il te plaît, guide-nous vers la lumière. Mais hors de question que je te dise où que ce soit, mais qui es-tu déjà? Ah non, il y a une femme devant le théâtre, là, il y a 1 heure. Elle me tire comme ça. Alors, arrêtez, madame, c'est propre. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, Dieudonné. C'est dur. Ah oui, c'est dur, madame, je sais, madame. Tout le monde le dit, madame. Mais moi, je ne suis pas responsable.
Elle me dit, oui, mais on dort, on bouffe, on vote, mais il y a comme un arrière-goût de pisse, elle me dit. Ouais, non, elle a raison. Elle a raison. Ouais, mais moi, je suis pour rien, je suis pour rien. Je dis, madame, je ne suis pas responsable de ça. Moi, je suis un irresponsable professionnel, madame. Voilà, irresponsable professionnel, comme Pascal Sevran. Non, non, peut-être pas. Ouais, juste lui, là, effectivement, avec l'argent public, eh ben, il a un programme hebdomadaire, donc c'est un petit peu gênant. Simplement, on ne devrait pas avoir. Moi, La question que je t'ai posée en dehors du plateau, c'est de dire pourquoi ils ne t'ont pas contacté pour discuter peut-être avec Pascal Sevran. Tu n'as pas été contacté. Non, parce que c'est pas noir apparemment t'es pas noir. Tu fais pas part parce qu'il n'y a pas de noir non plus là. Non, c'est Dominique Sopo qui est le seul noir de France, qui n'est pas noir en plus, mais bon, qui est pas noir non plus d'ailleurs. Mais bon, c'est étrange de. Mais voir, personne t'a appelé, hein, tu peux nous confirmer. C'est un scoop. On m'a demandé de ce que j'en pensais, donc moi j'ai dit bon ben voilà, discutons-en. Même Georges Frêche aussi, qui à un moment donné avait eu une phrase aussi, le responsable de, je sais plus, du conseiller général, des Harkis, puis aussi sur l'équipe de France de football, il trouvait qu'il y avait trop de noirs dans les films. Bon, moi je dis ce qui est vrai aussi, ce qui est vrai. Non mais il a le droit de le dire. non mais objectivement, il y a beaucoup de noirs dans l'équipe de France de football. Oui, c'est vrai. Non mais objectivement. Oui, c'est vrai. Objectivement. Trop, alors, non, mais est-ce qu'on a le droit de dire ça? Non, mais pourquoi pas? Mais est-ce qu'on a le droit de dire, alors à ce moment-là, il y a plus de juifs dans telle activité? Oui. Non, mais tout le problème, est-ce que c'est pareil pour tout le monde, le traitement? Bah non. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai, la preuve. Parce que si vous dites, la justice, la République n'est pas juste avec ses enfants. Il y en a qui sont privilégiés. Et c'est là où, si on est dans un système qui n'est pas juste, à ce moment-là, il est clair que ça génère des tensions, des pressions, et c'est de nature à faire monter le sentiment raciste. Alors on en vient à la question, justement, là, essentielle, c'est t'es passé de l'homme de spectacle à une barrière qu'il ne faut pas franchir. Il faut franchir ou il ne faut pas la franchir? Tu sais, c'est arrivé avec... non, mais à un moment donné où, comme on dit, est-ce que les artistes doivent penser ou pas? Est-ce qu'il ne faut pas juste se limiter à la bonne charité, les restos du cœur? Parce que là, tu t'es confronté directement à la culture. Un artiste, c'est un passeur. T'es un passeur d'idées, un passeur de messages. Ou alors l'artiste est un poteau indicateur de charité. Bon, pour les restos du cœur, par exemple, les myopathes, le Téléthon. Pourquoi t'es pas devenu le chef du Téléthon? Plutôt, tu vois, une espèce de figure charismatique. Pourquoi on t'a pas vu retourner en Afrique dans Paris Match, par exemple, ou je sais pas. Oui, est-ce que pourquoi tu n'as pas joué sur cette J'aurais pu zouker, je sais pas, des choix. Pourquoi t'es pas devenu le premier noir de France qui a réussi, qui a une chaîne de télévision, des stickers, t'aurais montré la voie, peut-être un peu comme Jamel, un moment qui t'a soutenu puis qui t'a lâché. Je l'ai vu il y a 2 ans au Zénith. Qui a une. Bon, Jamel, c'est une belle, c'est une expérience. Enfin, on sent bien que là aussi. Pourquoi tu n'es pas de Jamel? Ouais, pourquoi je suis pas de Jamel? Bon, il a opté pour le bénéfice, c'est un ultra-libéral, pourquoi pas, il est à l'image du système dans lequel il évolue et il essaye d'en profiter. Mais il a pu faire son film indigène aussi, alors que toi tu ne peux pas faire ce film sur l'esclavage. Non, mais le film indigène était toléré, et puis finalement ils avaient déjà prévu, à mon avis, puisqu'il reste quasiment plus de personnes qui touchent les retraites, il en reste 5 ou 6, donc ils se sont dit, c'est le moment de faire un film, et puis on va dire, bon, on va leur donner. Mais c'est pas rétroactif. C'est-à-dire que les familles n'auront pas touché. Non, bien sûr que non. Donc ça a coûté 100 balles le truc. Et donc, produit par le roi du Maroc. Voilà. Et donc, toute cette petite foutaise, si vous voulez. Bon. Mais Jamel a fait un film. Bon, est-ce que. C'est étrange qu'il n'y ait pas eu, visiblement. Il y a eu. Moi, je ne l'ai pas vu le film. Nous, on l'a vu, on l'avait même vu en banlieue avec des Noirs. Alors ils réagissaient très mal. Ah oui. Parce qu'ils étaient absents. Donc, on ne comprend pas qu'on ne fasse pas un film sur eux. Voilà, moi, c'est ce que j'ai vu. On n'est pas obligé de me croire, mais c'est vrai. Non, mais c'est très très délicat parce que là, en fait, on avait le droit. Le cinéma, c'est un outil de propagande extraordinaire. Et on voit bien que si l'esclavage n'a pas été traité, c'est que si on raconte la vérité, les gens ne sont pas tout à fait prêts. C'était un commerce qui était légal, qui a duré 400 ans et qui a profité, qui a généré énormément d'argent. Énormément. Et donc ceux qui ont les fortunes générées par ce commerce n'ont pas envie qu'on en parle. Ils étaient juifs, protestants, chrétiens. Et, les mêmes qu'ont fait l'Amérique d'ailleurs. Voilà, et ils ont profité de cette souffrance et gagné énormément d'argent là-dessus. Et c'est pour ça que à partir du moment où on va expliquer les choses et mais en étant au plus près de la réalité historique, eh ben on va déranger.
Alors que là, bon, les indigènes, apparemment, oui, ça n'a dérangé personne. C'est un film qui ne dérange pas, puisque c'est un film qui va dans le sens de, voilà, il y avait 100 balles à donner, bon, allez, battez-vous avec ça, 3 loups, mais ça ira bien. On sent bien l'humiliation, quoi, qui continue. On a bien compris aussi. Bon, le public voulait voir un truc un peu un soap, quoi. C'est un peu un soap. Ouais. Mais j'ai pas vu le film, je peux pas. Ah non, mais moi je l'ai vu. Ouais, donc c'est un peu ça. Moi, tout le monde m'a dit c'est bien, mais parce qu'on est dans une pensée en ce moment du c'est bien. Le poteau indicateur indique voilà, là, voilà, on va bloquer, on va en finir avec les harkis, tout ça, les militaires qui sont venus combattre, etc. Bon, voilà, c'est fini maintenant. Il y a plus de film à faire. Voilà. Donc on attend aussi un film comme ça sur l'esclavage. La même chose, tu vois ce que je veux dire. Un truc où on voit le noir arriver, à la fin enlever ses chaînes, machin, tout. Il devient un patron d'entreprise. Ouais, puis qu'on voit vraiment. Ça va arriver, mais. Jeanne Palcy l'avait déjà fait il y a en 1980. Oui, il y a eu des choses sur un bateau. Le bateau, le réalisateur qui a du mal à refaire des films. Donc voilà, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre peut-être. Tu voulais pas voir l'extrait de... Hein Le deuxième, bon d'accord, c'est les coulisses, ouais. Bon bah alors par rapport au spectacle, moi j'ai encore des trucs, j'ai trouvé les sketchs extraordinaires. Hein. Ouais, parce que bon, moi, il n'y a pas grand monde qui me fait rire. Bijard, bon, il pète sur scène, c'est pas mal. Bon, tout ça, ça rassure tout le monde, c'est bien. Disons que le one-man show, c'est devenu une entreprise à tête de gondole de Carrefour. Je t'ai pas vu, d'ailleurs, je ne vois plus dans les rayons à Carrefour. J'ai un peu on te remet un peu en place affiché Virgin. Mais toute cette espèce de fausse contestation, de faux sketch avec des faux bruits sur la société française, j'ai l'impression quand même que toi, on est une époque où, comme si tout devait être dans les terres. On est comme si dans les terres, on crée un brouillard autour de nous, et on arrive dans un moment où j'ai l'impression que des gens, c'est ce que j'ai entendu hier à Valloire, malheureusement, vaut mieux tout foutre en l'air, donc quitte à voter Le Pen au premier tour, et comme ça enlèvera toutes les bases de tout, et peut-être que ça amènera d'autres idées et d'autres choses. C'est fortement ressenti par la population française, et aussi, voilà, la question... Non, mais c'est difficile de répondre. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut être confiant et puis se dire que quand on fait bouger les choses, à un moment donné, quand on provoque, et c'est ce qui s'est passé, des débats, il faut en assumer les responsabilités, enfin la position, il faut assumer sa position, son point de vue. Et que mon point de vue s'est heurté, à une sorte de pensée unique, parce qu'il y a un véritable malaise dans cette société. Je crois qu'on en est tous conscients, mais profondément, on sent, il y a un sentiment d'injustice. On sent que la société raciste. Oui, c'est une société raciste. Oui. La France est raciste. Je l'ai vu dans le métro quand on barre les noirs sur les affiches. Hein, on l'a vu ensemble. On l'a bien vu. Ça veut dire quelque chose. Oui, puis l'idéal républicain, c'est un projet, c'est une utopie qui est en train de se mettre en place, et il faut qu'on se batte pour cela, et c'est mettre la République face à ses incohérences. Et plus on va être nombreux à le faire, et plus à un moment donné nous arriverons à ce que peut être la France un jour. C'est un pays. Est-ce que tu crois que c'est le rôle d'un humoriste, c'était dans une solitude comme ça? Oui, mais ça, la solitude, je pense que c'est important quand on écrit, quand on fait ce métier. C'est l'idée de ne pas plaire à tout le monde, ça fait partie. Je pense qu'on peut pas être drôle et plaire à tout le monde. Je pense pas. Oui, mais enfin, faut être distribué, faut que tes sketchs soient vus, faut qu'on t'entende. Bon, il y a Internet, il y a des nouveaux supports, et j'espère que les choses vont évoluer dans le sens de la liberté d'expression et dans la possibilité qu'on ait aujourd'hui une diversité culturelle qui arrive grâce justement à des supports nouveaux. Mais moi, je ne crois plus dans l'ancien système. Moi, je pense qu'il est arrivé au bout. Tout est pris en main. Tous les journaux, tout est c'est-à-dire que ce sont des entreprises privées avec des objectifs. Donc on n'est plus dans une république. Non, c'est-à-dire que le journalisme, je n'y crois pas plus que ça. À partir du moment où il faut une carte de presse, elle est donnée par qui? Quels sont les critères pour être journaliste? Ce devoir d'objectivité, déjà, est-ce que c'est envisageable d'imaginer qu'un homme soit objectif? Plus objectif qu'un autre. C'est compliqué, l'objectivité. C'est en fonction d'un environnement, c'est en fonction d'une histoire. Donc Internet, c'est l'objectivité, c'est-à-dire que vous pouvez aller chercher toutes les informations, et pas une seule information. C'est pour ça que le journal de 20h, c'est une idée, c'est un point de vue. Enfin, on est dans un pays où on vote, quand même. Voilà, malheureusement. On nous impose deux, trois listes. Pour qui on veut, ouais. On peut passer un extrait, quand même, là, non? Toujours pas? Ouais, deuxième, voilà. On va faire une petite pause. Ouais, non, c'était... Dans le communautarisme, dans la citoyenneté, je veux dire.
Ça, c'est une bonne idée. Hein. Allez, le jour où il n'y aura plus de communauté, il n'y aura plus de guerre. C'est logique. Hein. La guerre, c'est toujours communautaire. Il n'y a pas d'universalité sur un champ de bataille. Ah bah, c'est toujours identitaire. Hein. Voilà, t'es chinois, voilà, on se fout sur la gueule et puis c'est tout. Ouais, même lui, il le sait. Oui, oui, il le sait que ça va se passer. Ouais, la guerre, c'est toujours comme ça. Hein. Je veux dire, la guerre est une chose trop sérieuse pour la laisser faire à n'importe qui, n'importe comment. Hein. J'ai fait un sketch là-dessus, je vais le faire tout de suite. Arrêtez! Dans le cul, vite, derrière toi! Et contre le mur, les mecs! Hop, à la sournoise, on va les niquer! Non, trop tard, l'escadron de maghrébins, là, au front, les mecs! Avec les Africains, tout ça, allez, on y va! Allons, enfants, le jour de gloire, c'est juste là, le jour de gloire. Planque-toi, Didier, tu vas te faire dégommer, là. Ah, ils vont se faire shooter un par un, non mais je sais bien, c'est un traquenard, c'est boueux, en plus de ça, c'est... Mais oui, mais justement, comme ça, nous, derrière, ça nous fait un tapis de sol, réfléchis un peu. On peut passer avec les 4x4 sans s'en foutre plein les godasses. Eh, mais quand ça bloque, faut trouver des combines, abruti, dis donc, oh. C'est qui le gradé, là? Dis donc, oh, il est où, le toubib, là? Non, il a rien à foutre au front, il revient tout de suite, immédiatement, appelle-le en radio. J'ai mon abcès au cul qui me relance, là, ça me... Eh ben, il a rien à foutre au front. Exécution! C'est qui, le gars qui arrive, la sentinelle? Alors, les gars, c'est du gruyère, qu'est-ce que vous foutez, là? Non, non, je suis désolé. Eh ben, tu sais pas qui c'est. Eh ben, il est blessé, il a du sang sur la gueule, je le vois bien. Mais ça l'empêche pas de donner son matricule. Vas-y, vas-y, va le chercher, nettoie le museau, qu'on regarde ce que c'est, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pour nous, ça, hein? C'est du péruvien, c'est quoi ça? T'as paumé ton orchestre? T'en es où, toi? Retire le casque. Et qu'on regarde le pelage, abruti, c'est à ça qu'on va reconnaître. Si, ça frésote, c'est du bico, ça met les menottes. Périmètre de sécurité, attention, il y a un terroriste, là. Faites gaffe, les gars. Plantez-vous, les journalistes, il y a un terroriste, là. Dis donc, oh, alors, Malikoum ou pas? Regarde-moi. Hein? Ouais, je comprends rien, je comprends. Ouais, on comprend rien. Ouais, laisse tomber, c'est le soldat inconnu, bute-le. Bute-le. Mais va faire ça plus loin, t'es malade ou quoi, toi? Il est à peine à 50 cm, là, mec. Comment tu veux faire une guerre propre avec des bras cassés pareil? Devant les journalistes? Non, mais dégage-moi ça, hein? À la poubelle, on s'en fout de ça. Non, bonjour, non, ouais. Bon, vous me laissiez 5 minutes avec les journalistes, les gars. Faut que je réponde aux questions, là. Hein, avant qu'ils se fassent kidnapper. Oh, ça va? Oh là là, les gars. Ouais, mais ici, c'est là, vous êtes au front, madame. Pas la peine de faire ta petite chatte. Ici, ça chauffe, hein, je te le dis. Attention, les gars, ils reviennent. Plantez-vous, plantez-vous. Faites attention, là. Ouais, c'est la coalition, ça. Ouais, c'est les Américains, ouais. Ouais, ils sont avec nous, non, mais ils sont tout seuls, en fait, faut pas... Right. Bon, on a coupé, là. On était en train de dire hors plateau que dans les familles, c'était la merde à cause de vous. On s'engueule. Ouais. Quand on va à vos spectacles, on se regarde les uns les autres. On va voir si machin est du Front National. Ah, tiens, machin est là. Non mais aujourd'hui, en plus d'être, vous posez un vrai cas de conscience au peuple français. Voilà, je vais passer la parole là-dessus. Enfin, alors, qu'est-ce que vous répondez là-dessus? Non, mais c'est tout l'objectif de mon travail, c'était de casser les frontières idéologiques, ethniques, sociales, religieuses. Et je pense que dans la salle, ouais, j'ai réussi cette mission. Oui, nous on l'a vu avec Anne, à ton spectacle il y a 2 jours. Effectivement, la mission semble réussie. Justement, moi, sur le côté, puisqu'on va attaquer maintenant un peu le côté de ton engagement politique, moi j'ai le souvenir, où est-ce que je situe ton début d'engagement politique, c'est quand tu t'es présenté à Dreux contre les fachos, justement. Et
Et donc j'ai toujours gardé jusqu'à ce que sorte cette polémique. Pour moi, c'était là ton engagement politique. Et il semble d'ailleurs toujours être là. Si on regarde le bonus de 1905, où tu dis il ne faut pas se tromper d'ennemi, notre ennemi commun, et nommant comme ennemi commun le FN et ces forces-là. Donc je comprends d'autant moins quand dans la préparation de cette émission, des amis me disaient mais non, faut pas l'inviter. Est-ce que tu inviterais Hitler sur ton plateau? Carrément, des trucs comme ça. Ou d'autres qui disaient bon. En plus, oui, je pense que vous le feriez. Est-ce que Ce serait marrant. je sais pas, il n'est pas disponible. Non mais tu vois, très drôle. J'imagine, au moins de discuter, voir ce qu'il avait dans le crâne. Je pense que ça intéresserait tout le monde. Oui, non, c'est sûr. Mais autrement, tu vois. En tout cas, vous feriez de l'audimat, je vous le dis tout de suite. Est-ce qu'il faut aller bouffer chez Goebbels pour savoir ce qui se passe dans les camps de concentration? Enfin, ce genre de questions. Alors moi, je trouve ça complètement disproportionné, complètement à côté, quoi. Et j'ai voulu et je voudrais essayer de comprendre. Alors là, nous, on a un spécialiste politique sur le plateau, la personne de Boris qui va te poser les questions qu'il faut. Cuisine-moi. Aidez-moi. Non, si vous voulez, c'est un peu ce qu'a dit Charlie sur... là, on passe donc de la scène, de la comédie sur scène à la comédie ou à l'acteur politique, en fait. Hein. Et c'est vrai que moi, je prends ça avec la vision qui m'est rendue par le phénomène médiatique et le phénomène de la presse. Et donc, effectivement, les filtres parasiteurs, peut-être, font qu'on a une mauvaise appréciation des prises de position et des intentions, en tout cas au départ. Pour juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, entre l'idée qu'on vit tous ensemble et qu'à un moment donné aussi, il y a les gens du Front National qui font partie de cette citoyenneté et qui sont aussi des personnes avec qui il faudrait s'adresser pour savoir à la fois ce qu'ils pensent, mais aussi pour envisager le vivre ensemble. Alors je pense que peut-être il y a une différence à faire, une dichotomie précise, et il me semble qu'il est important de le faire, de ne pas confondre l'électeur du Front National, voire le militant du Front National, avec les cadres du Front National, avec les dirigeants du Front National. Parce qu'il me semble que là-dessus, par contre, les points de repère sont assez bien placés. On sait que le Front National, et d'ailleurs, je veux dire, c'est des travaux d'historiens qui font les liens et de manière assez précise, des gens dont d'ailleurs ne peut pas soupçonner la subjectivité trop approfondie, hein, je parle d'historiens honnêtes. Le Front National, quand même, est un parti qui s'est monté, qui a une grande tradition de l'extrême droite française, Boulanger, etc., dont, si on prend les cadres du Front National, revendiquent, et Jean-Marie Le Pen aussi, une filiation directe avec l'idéologie du Troisième Reich. Et je crois que là-dessus, d'avoir en tout cas cette montée de position qui est amalgamée, ou en tout cas qui est filtrée par les médias, fait que ça brouille beaucoup les choses. Et que du coup... il y a des points de repère, et à ce moment-là, pas en termes de panneaux indicateurs, il y a des points de repère qui glissent, et on ne sait plus. Et on ne sait plus, et ça devient plus qu'embêtant. En tant que militant antifasciste, ça devient même inquiétant. Donc, est-ce que vous pouvez juste préciser les choses là-dessus, entre cette perception-là, c'est-à-dire des cadres, de l'idéologie, des rapports de classe aussi, qu'on n'a pas évoqué, et vos positions réelles, quoi. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis engagé très tôt, 97, enfin très tôt, j'avais une trentaine d'années, contre à Dreux, parce que j'étais de cette région-là, contre Marie-France Tirbois, sur des propos qui étaient faciles. C'était le métissage, c'est la fin d'une culture. Bon, j'étais toujours dans cette même dynamique d'ouverture, attaché non pas au brassage qui ne s'impose pas, mais à la possibilité du mélange et de l'ouverture. Bon. Et donc, voilà, on s'était affrontés. Ça avait été d'ailleurs assez courtois, hein, somme toute. Bon, on était en opposition radicale. Alors, c'était un cadre, Marie-France Tirbois du parti à ce moment-là. Elle est décédée aujourd'hui. Bon. Mais en tout cas, l'affrontement s'est toujours fait sur des bases, sur des discussions, des positions assez opposées. Mais on pouvait discuter. C'est ça l'enjeu de la démocratie. C'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on vit là ensemble et on peut s'échanger. Moi, ensuite, j'ai voyagé pas mal un peu partout dans le monde, notamment en Afrique, au Cameroun. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cela. Je me suis aperçu de la difficulté, la crise dans laquelle se trouvait ce continent. Moi, je suis originaire du Cameroun, du côté de mon père, et je construis ma petite maison comme tout le monde le fait là-bas au village.
Il y a un pipeline qui passe juste à côté. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Quand vous me parlez de fascisme ou de théorie fasciste, je comprends bien pour vous ici ce que ça représente. Quand on est là-bas, on a une autre lecture. Les gouvernements de François Mitterrand à Chirac, en passant par tous les autres, se sont très bien accommodés de cette situation. Les béquets qui, par exemple, un autre sujet, tiennent 95% des biens à la Martinique, sur la Martinique, par exemple. Eux, ils ont passé la Révolution française, ils ont passé les Lumières, ils ont passé la gauche, la droite, et ils sont toujours aussi puissants. Vous ne pouvez pas m'imposer une vision du fascisme qui vous correspond, mais qui ne me correspond pas. Moi, le fascisme, moi, j'ai une lecture du fascisme avec les habits de François Mitterrand, avec les habits de Chirac, avec les habits de Gaulle. C'est ce racisme viscéral. Jean-Marie Le Pen, c'est votre fascisme, ce n'est pas le mien. Tout à fait d'accord. Ouais, non, mais c'est vrai que moi, Jean-Marie Le Pen, c'est une histoire, à la limite, les origines même je ne connais pas son parcours et je me suis opposé, je dis, sur le problème du métissage et du mélange. Moi, c'est à partir du moment où mon problème avec le nationalisme, c'est la logique de fermeture qui avec la logique nationale, c'est ça qui m'apparaît comme compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui dans le monde, j'entends et j'écoute, mais cette analyse politique, si vous voulez, jusqu'à présent, je n'y ai jamais adhéré, et les cadres de ce parti, si je peux ouvrir une discussion pour leur parler, l'immigration était le sujet central des préoccupations du Front National. C'était l'immigration. Immigration zéro, la France aux Français, la priorité à la France et aux Français, enfin je sais plus, une préférence nationale. Bon. Si la préférence nationale pour les Français, c'est aussi la préférence nationale pour les Africains, si c'est sur une logique d'équité, on peut discuter de tout. Si les matières premières qui partent aujourd'hui du sol africain, qui viennent faire tourner des centrales nucléaires ici, et les voitures, et qui permettent aux Africains de vivre décemment, s'il y a un échange qui doit passer par la reconnaissance de zones nationales, je ne sais pas. En tout cas, le débat est ouvert, et moi je me refuse de diaboliser un parti plus qu'un autre. François Mitterrand à Jacques Chirac ont eu des postures fascistes et fascisantes vis-à-vis de l'Afrique et des Africains. C'est une réalité. Bon. Après, je comprends qu'ici, dans les frontières de l'Hexagone, de la France, on puisse, avec toujours le spectre de Hitler, on dirait Hitler, mais c'est Hitler, il est multiforme, le fascisme, il est multiforme, et je comprends mais je crois qu'il faut désapprendre. Il faut arrêter avec le mal, le diable. Les cadres du Front National seraient ce qu'il y a de pire dans la politique française. Moi, je dis leurs idées, c'est-à-dire que où est-ce qu'ils nous entraînent ? Dans une extermination des Noirs, des Arabes, des Juifs, des homosexuels ? Ça serait ça ? Non, mais que les choses. Si vous pensez que c'est effectivement le projet de ce parti, il faut le combattre. Je le comprends. Ouais. Je comprends. Mais je ne suis pas sûr que les Noirs d'Afrique, ça changerait grand-chose entre tous ces gens qui sont en train de parler. Je pense que quand vous entendez Pascal Sevran, qui est payé avec l'argent public, parler de la souffrance des Noirs, au Front National, ils n'ont jamais été jusque-là. Ils n'ont jamais franchi cette limite. Les cadres du Front National sont bien plus respectables que Pascal Sevran sur ce sujet précis. Et c'est là où est toute la difficulté. Et je comprends qu'on a grandi aussi avec une éducation, et vous l'avez. Moi, je me bats contre le fascisme, c'est-à-dire que je me bats depuis toujours. Mais le fascisme, où est-il ? Et je vous pose la question, où est le fascisme aujourd'hui ? Alors je vais reprendre juste, on va laisser pour l'instant Chirac et Mitterrand de côté, on va y revenir je pense. Il me semble qu'effectivement, et je pense qu'il ne faut pas être naïf là-dessus sur savoir exactement quels sont les interlocuteurs qu'on a en face, et c'est pour ça que je dis qu'on reviendra à Chirac et à Mitterrand après. Il me semble que, sans être naïf,
sur la manière dont on envisage, dont les cadres du Front National ou le Front National envisage sa politique. Elle est depuis plusieurs années dans l'essai d'avoir une teinte démocratique, dans ce semblant de démocratie, mais que derrière, les vraies intentions, on le sait, c'est la destruction, c'est la haine, c'est l'anéantissement de l'altérité. Je ne sais pas si vous avez fait... Ça, est-ce que c'est pas oui, de la non, haine? je suis d'accord. Est-ce que c'est pas la haine? Est-ce que Bernard-Henri Lévy, quand il parle... Non, mais la haine, elle est partout. Pourquoi leur haine serait plus dangereuse que... Oui. Puisque je... Non, parce que c'est des sujets, la haine. Oui, non, mais d'accord. Non, mais c'est ça. Je ne sais pas si vous avez fait des fins de manifs contre le Front National ou des manifestations pour... gueuler sur l'avenue du Front National. Je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'à la fin de ces manifs-là. Je ne sais pas si vous avez été poursuivi par les membres du GUD avec batte de baseball, barre de fer, flingue, etc. Je me suis fait casser la gueule par les gens de la LDJ. Moi. Donc, je connais ces formes d'extrémisme. Ce sont des extrémistes qui sont mis en place, qui ne sont pas simplement ils sont beaucoup moins dangereux. Moi, je les ai vus les deux, beaucoup moins dangereux que la LDJ. La LDJ, c'est quoi la livre de Bétard? Ouais, ils agissent en toute impunité. Mais c'est pareil, c'est là où les extrêmes, à un moment donné, les extrêmes sont dans une même logique. Je veux dire, pourquoi Le Pen en 87 rencontre les islamistes algériens? Pourquoi à un moment donné, dans ce rapport-là, parce que je pense que justement le fascisme vert, l'islamisme radical politique algérien, par exemple, manipulé d'un point de vue géopolitique particulièrement par l'anglophone, les États-Unis, la Grande-Bretagne, et dans une moindre mesure par l'Allemagne, fait qu'il y a des ponts qui sont en train de se mettre en place. Pourquoi on a parlé de Stirbois? Il y avait des relations avec les grands pouvoirs d'Arabie Saoudite, d'Irak, etc. Quels sont ces ponts et quelles sont les velléités politiques du monde qu'on est en train de construire? Je pense que justement là-dessus, ce sont des véritables opposants et qui font que, au-delà de la France-Afrique, de ce schéma-là qui s'est mis en place, des réseaux Focard, au réseau Mitterrand, etc., qui ont continué effectivement à l'extraction des matières premières, à l'oppression des populations locales, etc., qui fait que on a laissé mourir tout un continent sacrifié aujourd'hui, c'est bien celui d'Afrique, bien entendu. Lorsqu'on est originaire de ce continent et qu'on entend parler de fascisme, comprenez-moi. Non, mais si vous voulez, comprenez-moi que... je vous laisse parler. Quand on entend parler de fascisme, vous devez comprendre que vous avez un concept du fascisme, et j'en ai un. C'est-à-dire que, et moi, il a évolué, croyez-moi, il a évolué, et le fascisme avec des roses ne m'intéresse pas plus que le fascisme avec des mitraillettes. C'est-à-dire que le fascisme, il est là. Et il faut arrêter... C'est pas avec des roses, oui. C'est avec aussi des mitraillettes. Hein. Oui, mais c'est aussi dans la façon de communiquer, on oublie les bottes en cuir. On est en mocassin. Et avec des petits cols blancs, et puis on a bon teint, et on parle de gauche et on parle de droit de l'homme. Voilà, c'est le fascisme droit de l'hommiste. C'est-à-dire que ce fascisme drapé de la bonne conscience. Et ça, je vous dis que je pense que nous sommes arrivés aujourd'hui à un tournant dans cette société, dans ce système, un tournant où, grâce à Internet notamment, grâce à d'autres outils de communication, on ne peut plus être manipulé de la même façon. En tout cas, on peut faire ça, on peut faire ses courses, on peut aller chercher les informations qu'on a envie de chercher. On a tout et son inverse, mais on peut avoir en tout cas des points de vue qui sont différents. Or, moi je trouve que, et je pense qu'on est d'accord sur le fond, hein, donc quand je vous entends, juste arrêtons avec cette stigmatisation systématique et l'épouvantail parce que vous parlez du Front National, on parle du Front National depuis tout à l'heure comme danger absolu. On pourrait parler de Quillé, on pourrait parler de Maigret, on pourrait parler à quel moment ils ont eu le pouvoir dans ce pays? À Vitrolles, à Marignane, à Orange. Et effectivement, on a vu ce que ça a donné. On a fait des émissions récemment là-dessus sur Vitrolles justement. Et c'est vrai que la politique a été menée. Je veux dire, on pouvait pas imaginer que la politique était tenable. On sait très bien que ces gens-là ne peuvent pas aller au bout de cette politique-là. Et on a vu très bien. Par contre, quand je parlais de terreur, où vous discutez avec les gens qui étaient donc des opposants ou les gens qui étaient des employés municipaux, mais qui n'étaient pas directement acquis à la nouvelle municipalité, je peux vous dire que les témoignages sont quand même sur les persécutions, les oppressions, sur les cassages de gueule, sont quand même légion, quoi. Et ça me semble assez intéressant de le noter. Sur le déficit et la manière dont les époux Maigret, par exemple, à l'époque, puisqu'ils étaient au Front National, hein, quand ils gagnent Vitrolles, ont géré la mairie, on voit très bien que, ça marche pas, et on sait très bien que, voilà. Et encore, ils étaient dans une logique où il fallait qu'il montre malgré tout que donc c'était voilà. Mais là-dessus, on est parfaitement d'accord. Moi,
Front National, de toute façon, ce sont des hommes à un moment donné qui prennent les choses en main et qui, bon, à mon avis, oui, ils ne sont pas la solution. Le Front National n'est certainement pas la solution dans ce pays. Je l'ai jamais revendiqué. Ouais, c'est la question que vous êtes pas au Front National. Bah, bien sûr que non. Bah voilà, c'est peut-être possible par là qu'il faut. Non, mais ça, toujours été très clair. Par contre, je n'ai pas d'interdit. Je vois les choses différemment. C'est-à-dire que le fascisme que nous combattons en commun depuis toujours, il n'est pas forcément qu'au Front National. D'accord. Et il faut arrêter avec cette stigmatisation. Il est partout. Il est dans tous les partis. Et donc, c'est là où je dis, il faut trouver aujourd'hui un système. Il faut arrêter parce que on est trop concentré sur un groupe de personnes dont il y a des gens très bien et des gens très sincères, j'imagine, dans ce mouvement-là. Je connais pas ce mouvement, mais j'en ai rencontré. Il y a des gens au Front National. Oui, il y a des gens très bien au Front National. Des militants, vous voulez dire? Oui, et puis des jeunes notamment. Des jeunes gens. Il y a plein de jeunes gens. Contre Valoir, qui m'ont étonné, qui m'ont dit je vais voter Le Pen. Oui, il y a des jeunes gens qui en plus de ça ne sont pas au Front National, mais sont dans une logique de vote Le Pen pour casser aussi les choses. C'est pas, on va pas voter Front National d'ailleurs, c'est même pas voter Front National. On va voter Le Pen. J'entends ça. On va voter Le Pen. Alors moi, ces gens-là, je leur dis, moi, je n'appelle pas à voter Le Pen, mais je les écoute et je me dis, bon, effectivement, je vois la logique se profiler avec le temps. Voter Le Pen pour pousser les autres au changement. Inévitablement. Alors, oui, mais sans lui donner le pouvoir. Oui, bon, mais non, mais moi, je ne soutiens pas cette démarche, mais elle existe. Elle existe, d'accord. Et l'idée, moi, elle me pousse à la réflexion. Je me dis, effectivement, aujourd'hui, pour provoquer ce système, qu'est-ce qui nous reste comme outil? À gauche, et là, bon, je sais que là-dessus, je l'ai entendu beaucoup ça, moi. J'entends beaucoup dans la famille, partout, autour de nous. Bon, moi j'ai un fils, en plus j'ai un fils qui est feuge, donc je m'aperçois bien aussi des problèmes que ça pose dans la famille, dans l'autre famille orthodoxe. Donc on est coincé dans une chose où, que ça soit d'un côté ou de l'autre, j'entends de l'anti-parlementarisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle de communautarisme, mais ça va peut-être vous surprendre ce que je veux dire. Moi, c'est quand même l'anti-parlementarisme, et j'ai bien peur que tout le communautarisme soit stigmatisé. Il faut bien quand même que vous soyez représentés. Moi, je suis quand même peut-être pour le communautarisme à partir du moment où il va falloir se défendre. Mais c'est-à-dire que c'est toute l'utopie républicaine qui est aujourd'hui, on est face. Est-ce que ça va se réaliser ou est-ce qu'on va tomber dans un système plus anglo-saxonne avec des communautés, des lobbies assumés qui gèrent les intérêts de tel ou tel citoyen en fonction de leur appartenance ethnique, religieuse ou géographique. Et ça, c'est est-ce qu'on va réussir à faire que la République alors pour pousser la France à une nouvelle constitution, il faut bien foutre dehors l'ancien régime. Oui, mais on peut pas quand même se tirer une balle dans le pied, sachant très bien qu'on n'est pas obligé de passer par la barbarie, le chaos, pour arriver justement à faire du passé table rase. Je pense qu'on peut être dans un mouvement construction, d'un mouvement progressiste révolutionnaire, si vous voulez, où on change véritablement les choses. Alors, mais vous savez très bien que... D'accord, mais je veux bien entendre ça. Mais vous pouvez pas et à la fois me mettre une ligne comme ça idyllique, parfaite, sans me donner des pistes. Qui aujourd'hui pourrait représenter ce courant? Mais il y a quand même beaucoup de gens. Vous avez parlé vous-même tout à l'heure des altermondialistes, vous avez parlé des gens qui étaient conscients d'eux, etc. Oui, là, sur les prochaines élections présidentielles, ils ne seront pas là puisqu'il faudra une gauche unie. Par exemple, ce qui se passe avec Beauvais est intéressant, là, les 8000 signatures en 3 jours, 4 jours, etc. Il y a quand même des mouvements, on sent que quand même il y a des attentes, il y a des envies, il y a des énergies qui se manifestent. C'est vrai que tout le monde, on l'a fait avec la fin de l'histoire, la fin des idéologies, mais bien sûr. Mais on sent bien qu'il y a, et c'est pour ça que je vous disais que finalement, vos prises d'opposition telles qu'elles sont retraduites par le filtre médiatique faisaient qu'on amalgamait tout. Comme sur un plateau de télévision, vous avez à la fois le responsable politique, la pute de service, l'humoriste abruti, etc. qui fait que les gens, pour se repérer là-dedans, sont paumés malgré tout. Parce que tout est nivelé de la même manière. Le bien et le mal, c'est la même chose. Les valeurs, on marchandise à peu près tout, le savoir, la connaissance, etc., etc. Donc, à un moment donné, quand vous prenez ces prises de position, vu le rapport de force qui est créé, c'est pour ça que moi, je préfère regarder vos spectacles, puisque je comprends mieux dans vos spectacles quelle est votre perception des choses, quel est votre angle de vue, votre subjectivité. Mais dès qu'elle passe par le prisme des médias et dès que, voilà, le rapport de force est défavorable. Et je pense qu'aller là-dedans, finalement, c'est une nouvelle fois, mais sur un autre terrain, se tirer aussi une balle dans le pied, quoi, il me semble.
Mais aujourd'hui, je pense que sur ces prochaines élections de 2007, des gens sont prêts à se tirer une balle dans le pied. Je pense. Et je le dis parce que de toute façon, avec ou sans balle dans le pied, on n'avancera pas plus vite. Et on n'ira pas plus loin. Parce que de toute façon, la situation est bloquée. On pourra au moins localiser sa douleur et savoir d'où ça vient. Non, mais c'est... alors que là, je crois que nous sommes dans une période, c'est peut-être mon ressenti artistique qui vous parle là, dans une période pré-révolutionnaire. Mais c'est comme ça que je ressens les choses. Comment les choses vont... Qui sera le vecteur du changement, de la charnière? Je ne sais pas. Vous parlez de cette liste, là, des 8000 signatures. Malheureusement, je pense qu'il est un peu tard. Mais peut-être que je me trompe. Tant mieux si on arrive effectivement à créer un élan de gauche, un élan républicain profondément là, qui n'existe pas aujourd'hui. Il n'y en a pas. Il n'y a plus de gauche en France. C'est un pays où il n'y a plus de gauche. Il y a les libéraux. C'est tout. Et donc, comment créer aujourd'hui un élan nouveau? Peut-être que par le dynamitage du système existant. Moi, j'écoute. En tout cas, je suis extrêmement curieux et extrêmement intéressé par le changement. Vous l'avez compris, la révolution. Et une révolution, bon, un peu, même si elle génère on ne sait pas ce que ça génère, mais ça sera toujours mieux, parce qu'à un moment donné, que ce qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation... c'est pas sûr. C'est là où on va voir. Vous êtes face... Quand on est face à soi-même. C'est-à-dire que moi, je vous dis qu'il y a des gens, vous leur dites, et tu es prêt à ce que ça soit mieux ou moins bien? Ils vont vous dire oui, parce que je veux que ça change. C'est tout. Et quand vous voulez que ça change, vous acceptez que ça aille mieux ou moins bien. Parce que tous ceux qui vont vous promettre une vie meilleure, on les connaît, on connaît le discours et on n'y croit plus. Donc ça sera ni mieux ni moins bien, mais ça sera autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est là. Et c'est ce que j'appelle, moi, un climat, effectivement, pré-révolutionnaire. Comment ça va se passer? Je pense que de toute façon, nous aurons tous notre mot à dire et on aura à faire des choix. Mais c'est pour ça que c'est passionnant. On vit des moments passionnants et en même temps, on ne sait pas. Les gens ont eu peu de choses à dire, malgré tout. Le jour de la nuit de cristal... c'est ça que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand on bascule d'un système à un autre, quand vous dites pré-révolutionnaire, moi je veux dire pré-barbare. La nuit de cristal, mais moi je vous parle d'années de cristal, de siècles de cristal pour les Africains. Non, mais là on n'était pas là-dessus, on était sur l'Europe. Donc vous m'avez resitué sur l'Europe. Mais aujourd'hui on ne peut pas avoir de raisonnement. La France coupée de l'Afrique, c'est l'uranium, c'est le pétrole. C'est-à-dire que donc la France sans l'Afrique, ça n'existe pas. Donc à un moment donné, moi je vous parle d'élections françaises et je vous dis, voilà, je veux dire la nuit de cristal. Non, ce que je veux dire là-dessus, c'est pas une question de... Non, parce que tout ce qui... c'est la manière dont le processus peut être interrompu. Le truc a duré 6 ans. Vous serez les premiers, on sera les premiers. Je veux dire, les gens de gauche, etc. sont les premiers à être éliminés. Les homosexuels, les handicapés, etc. On sait très bien comment ça se passe, ça. Ce que je veux dire, c'est que les mouvements progressistes dont on parlait tout à l'heure, ce sont aussi des mouvements progressistes qui s'interrogent à ce qui se passe effectivement d'un point de vue mondial, et particulièrement en Afrique. Et il me semble qu'effectivement, si on ne crée pas les conditions... Vous êtes plein de certitudes quant au projet. Moi, je crois que de toute façon, le Front National ne peut pas avoir le pouvoir dans ce pays, je pense, sans un changement radical et profond de ce mouvement qui s'ouvrirait effectivement à une gauche qui est inexistante aujourd'hui, et ce serait une périphérie contre le centre. Mais vous avez... Le problème, c'est qu'il faut... Je pense qu'il faut être capable aujourd'hui d'être créatif dans la vision du monde et du monde politique. J'entends votre raisonnement et je trouve qu'il s'appuie quand même sur des poncifs un peu caricaturaux, mais peut-être réels. Et peut-être que c'est risqué que de penser autrement. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont envie de prendre des risques pour que ça change aujourd'hui. Et c'est là que toute la... Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faut aussi qu'on désapprenne une certaine éducation politique ? Est-ce qu'il faut qu'on soit capable aussi de se laver aussi de certaines visions caricaturales? Certainement, et c'est pour ça que, juste pour terminer, vous parliez du fascisme et du rapport mondial, c'est pour ça que les questions que se sont posées le marxisme, justement, est-ce que le marxisme ne peut être que européen, occidental, ou est-ce qu'il y a une vision internationaliste qui peut, en fonction des pays aussi, adopter ce rapport de classe, etc. Donc effectivement, il y a des réflexions qui sont... Sur l'Afrique, et je voudrais terminer avant que tu aies une question à participer.
la dernière fois, on a fait une émission avec les damnés de la Terre. On prépare des émissions avec les damnés de la Terre, avec Bamba, etc., qui travaillent sur l'idée en disant que, par exemple, l'immigration, c'est un problème maintenant. Vous démerdez avec l'immigration en France. Ce qu'il faut maintenant, c'est créer les conditions du développement, les conditions de vie en Afrique, que les Africains eux-mêmes puissent prendre en charge, je veux dire, l'exploitation de leurs richesses, etc. Mais on sait très bien... De culture, etc. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, dans les cadres qui sont posés, les cadres de la mondialisation, etc., ce sont les mêmes potentats qui, même s'ils sont lâchés par les puissances occidentales, les fantoches, les pouvoirs fantômes, etc. Enfin, fantômes, on sent très bien l'oppression et la manière dont ça se traduit, mais ça sera les mêmes cadres qui vont ça sera cette logique capitaliste ultralibérale qu'il faut qu'à un moment donné, on invente aussi d'un point de vue théorique, et d'un point de vue théorique en action, dans la pratique, des nouveaux cadres d'une nouvelle société. Et c'est ça un peu que vous disiez. Mais je pense qu'elle ne passe pas, et je pense au contraire, qu'elle ne passe pas par les histoires théoriques du Front National notamment. Non, je suis d'accord. Mais peut-être que le Front National peut être un outil, une dynamite placée dans un système à un moment donné. Non pas, je parle pas de donner le pouvoir au Front National, mais un outil dangereux. Oui, mais est-ce qu'on peut faire l'économie dans un changement et dans une révolution d'une dimension de dangerosité ? Il y a un danger dans le changement. Il y a un danger. Sinon, il n'y a pas de changement. Il y a une évolution. Mais non, il y a tout dans toutes les grandes révolutions. Pardon. Non, juste parce que pour réagir sur ce que vous dites, parce que moi je suis assez d'accord sur tout ce que vous dites, évidemment, théoriquement, sur le fascisme, etc. On est d'accord. Et évidemment, d'accord, je suis d'accord, j'aime bien les sketchs, ça me fait marrer, tout ça. Mais en même temps, là, il y a un truc qui m'emmerde un peu dans ce que vous dites. C'est de théoriser ça d'un côté en disant oui, moi je suis pas d'ici. Je sais pas que je suis pas d'ici, je suis de ce monde. Je suis d'ici et d'ailleurs. Je le vois d'ailleurs, d'accord. Bon, je veux bien entendre ça, mais pour sortir de la théorie sur laquelle on peut tomber d'accord sur des choses théoriques, sur la pratique, le Front National qu'on a pratiqué, Boris l'a pratiqué, je l'ai pratiqué, moi aussi. Tu l'as pratiqué. On s'est fait casser la gueule, Anne s'est fait casser la gueule, lui s'est fait casser la gueule. Moi je me suis jamais fait casser la gueule dans une réunion du Parti Socialiste ou de l'UMP. Il se trouve que c'est comme ça, mais c'est peut-être le hasard. Mais pourquoi moi j'ai milité contre le Front National? Pas milité, parce que je suis juste allé filmer en fait pendant des années au début, de 95 à 98. Après on a arrêté parce qu'on en avait marre de se faire casser les caméras et la gueule. Et pourquoi on a continué? Parce que la première fois que j'y suis allé, je suis allé pour parler comme je fais quand je filme, comme tout le monde ici quand on va filmer, et je me suis fait casser la caméra et la gueule. Alors je me suis dit, il y a quand même un truc intéressant là-dedans, pourquoi ils nous cassent la gueule? Alors j'ai continué et ça a été systématique. On s'est fait sortir des manifs, casser la gueule, sortir, parce qu'on venait avec une caméra. Alors je me suis dit, bon, effectivement, il y a la question des médias, peut-être qu'ils nous assimilent et tout ça. Mais quand même, je me suis dit, c'est pas quand même tout à fait la même chose. Alors... parce qu'il y a quand même un discours de haine. Alors maintenant, je sais qu'il y a que le Front National essaye d'avoir une image qui est plus policée, et les médias les aident bien d'ailleurs. Le Tarou de Moati va tout à fait en ce sens-là. On oublie les années précédentes, là, qui sont pas si vieilles que ça. On oublie, par exemple, et ça je le dis au risque du procès, que Le Pen a torturé en Algérie de ses mains. Il a torturé. On a des témoignages qu'on diffusera, le film de René Vauthier. Il y a des faits pratiques, réels, qui font que moi je trouve que ça craint un peu, quoi, si tu veux, individuellement. Même si les discours de diabolisation, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites sur ça. Mais là-dessus, je dis ça pue quand même un peu, quoi. Et c'est à partir de là, tu peux pas dire. Non, mais tu peux pas entretenir un discours en disant oui, mais bon, quand même, ça peut servir pour dynamiter. Mais c'est vrai que c'est grave parce que si jamais. Parce qu'on sait jamais. Bien sûr, c'est grave. Les conséquences, on les mesure pas aujourd'hui. Je dis pas que Sarkozy, ça sera mieux, parce que pour moi, c'est déjà la politique de Le Pen il y a 10 ans. Mais bon, moi, je pense que quand tu dis c'est grave, je te confirme que c'est très grave. Et quand je prends ces responsabilités de te dire ce que je pense que nous sommes dans une situation extrêmement grave. Et dans cette situation-là, quand tu veux vraiment le changement, tu dois envisager toutes les possibilités. Or, je pense que il y a un continent dont je suis... Quand tu disais tout à l'heure, tu dois choisir. Je suis français d'origine africaine. Je m'appelle Dieudonné Mbala Mbala. Je suis né ici et j'ai mon père qui habite au Cameroun. Donc je fais l'aller-retour régulièrement. L'Afrique est pieds et les mains liés aux intérêts économiques de la France. C'est-à-dire que tout ce pétrole qui s'en va, toutes ces matières premières, ça vient en France. Donc l'économie française a besoin de ces matières premières. Donc on ne peut pas dissocier. Finalement, moi j'ai bien vu la décolonisation. Qu'est-ce qu'il a fait De Gaulle en refusant la citoyenneté à l'indigène? Il l'avait dit d'ailleurs, un jour si nous donnons la citoyenneté à l'Afrique, il y aura un président noir en France. C'était ça son problème. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque d'Hitler, tout ce qui était... On parlait librement du racisme. C'était, bon, ben voilà, d'un côté... mais c'était...
pour lui, il était inconcevable qu'un arabe ou qu'un noir soit président de la République française. C'était un racisme qui était culturel, qu'on ne peut même pas, c'est même pas la peine d'essayer de... Donc on évolue avec ce système, et aujourd'hui, quand tu me parles de Le Pen en Algérie qui a torturé, oui, certainement, il a peut-être fait ça. Faut lui parler, c'est un homme aussi, avant d'être un mec qui torture, c'est un homme. Qu'est-ce qui l'amène à torturer? Lui, il était pour l'Algérie française. Si tu demandes, il était pour la nationalité aux Algériens, aux indigènes aussi, lui. Donc c'est autre chose. Alors, ça part d'un acte hyper raciste, puisqu'apparemment il va torturer un indigène. Mais lui est prêt par contre à lui donner la nationalité, alors que De Gaulle, non. Donc faut s'interroger. Pardon? Une fois qu'il est mort, ça ne lui sert plus à rien d'avoir une nationalité. Non, mais en l'occurrence, celui qui torturait, j'imagine qu'il était... Mais en tout cas, c'est deux dynamiques complètement différentes. D'un côté, tu as des gens qui veulent donner la nationalité, c'est-à-dire que ça reste français. Et de l'autre côté, parce que moi, de toute façon, la décolonisation, je pense qu'elle a été aussi grave que la colonisation. Moi, je suis originaire d'une région, on a appelé ça le Cameroun à un moment donné, ça n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire que comment tu veux te reconnaître au travers de frontières qui ne correspondent à rien? Moi, je suis d'une région, c'est les Bétis. Voilà, c'était un pays entier derrière. Voilà. C'était un pays bétique, allait du Congo jusqu'au Gabon. Voilà. Et c'était les frontières naturelles étaient là. On a déstructuré tout a été complètement cassé. Donc c'est pour ça que je dis, le sort de l'Afrique et de la France, étonnamment, est éminemment lié. La France, de toute façon, avec il y a les Chinois qui sont en train d'arriver, il y a une vraie dynamique en Afrique. Les Américains, tout le monde sait bien que de toute façon c'est le pays où il y a le plus de matières premières encore aujourd'hui. Il est clair qu'il va y avoir un enjeu et que autour d'un concept plus vaste de la francophonie, moi je vais souvent aussi au Québec, je pense qu'il existe là une unité culturelle, vraiment de nature à redonner un sens, une croissance, mais simplement d'un point de vue culturel, idéologique et même politique. Bon, je suis tout à fait d'accord. L'Afrique, ce que tu dis, et ce que je t'ai pas dit, il faut choisir entre l'Afrique et la France. Hein. Je te dis simplement, dans le discours, de revenir à l'Afrique, je comprends très bien ce que tu dis. Mais... en fait, pour revenir au truc qui est quand même le truc qui fait chez tout le monde et qui emmerde tout le monde, et je sais, et c'est là que ça m'amuse quand même que tu aies fait ça, d'être allé au Front National, c'est que quand même c'est de la provocation. Je sais quand même, tu peux pas dire le contraire, mais tu le dis pas parce que tu es un vrai provocateur. Mais en réalité, moi, ce qui m'a plu, c'est quand tu as dit après, je suis la liberté, l'humoriste est un baromètre de la liberté d'expression. Je vais rire avec le diable. Un peu comme un défi. Et ça, tu veux pas le dire, enfin, tu le dis pas dans le discours que tu tiens depuis le début, dans les divers entretiens que j'ai vus là-dessus, mais je sens bien quand même que, l'histoire c'est ça, et que tu fais pas abstraction de l'univers médiatique dans lequel tu vis et que tu connais très bien, parce que tu as été dans le showbiz avant, enfin, tu sais de quoi tu parles. Donc tu sais très bien qu'en allant là-bas, tu vas créer cette polémique et tu vas quand même te retrouver dans cette situation où on ne te laissera pas le temps forcément de t'exprimer sur les grosses antennes pour pouvoir développer ce que tu as envie de développer. Donc c'est ça qui m'intrigue un peu chez toi. Et j'ai du mal à cerner parce que... Il y a des mecs qui m'insultaient là-bas. Il y a des mecs qui m'insultaient là-bas. Et puis d'autres qui, dans une stratégie de changement de... C'est étonnant parce qu'à la fois on m'a reproché, on m'a dit que c'était de la provocation. Certainement, puisque je cherche à provoquer le débat et même à l'intérieur de moi-même à comprendre. Mais j'ai été fasciné par Bayrou qui reçoit Le Pen 2 jours après et disait « Oui, mais vous, monsieur Le Pen, vous accueillez Dieudonné ». Comme si c'était... J'étais devenu l'élément. J'étais devenu l'élément. France Inter, Demorand a bien dit... c'est quand même... Attendez, vous allez... à Le Pen, à Marine Le Pen a dit vous allez au spectacle de Dieudonné. Enfin, quand même, c'était toi qui étais quand même la personne... J'étais devenu... J'étais devenu... C'est dire une chose, c'est que quand même, on n'a jamais reproché à Serge Moati d'avoir fait 10 émissions sur Le Pen. Hein, c'est le premier à voir Le Pen. Mais lui est garant de l'objectivité. Il était humaniste, souvenez-vous. Mais bon, j'aimerais que tu finisses là-dessus, parce que tu as commencé à amorcer cette histoire. C'est intriguant, c'est quand même... Oui, non, mais je pense que de toute façon, il est clair, et là on est forcément d'accord, puisque nous nous sommes battus contre le Front National, visiblement, dans des endroits différents, et avec la même détermination. Et je pense qu'il existe effectivement des divergences. De toute façon, on ne peut faire la paix et évoluer qu'en discutant avec ses adversaires profonds. Et profonds, je pense que je suis... en opposition radicale avec certains du Front National. Mais je pense par contre qu'au Front National, il existe aujourd'hui, et je pense que Soral doit porter un peu cette ligne, une ligne de personnes qui pensent que l'appareil, l'outil FN, peut permettre, avec une ouverture
180 degrés, je sais pas comment on peut le dire, un séisme, ils sont sur cette ligne-là, qu'ils la défendent et qui défendent leur projet. Moi, en tout cas, je pense qu'il faut avoir l'intelligence parfois aussi, pour évoluer et pour avancer, d'ouvrir son esprit et de ne pas rester campé sur des postures trop caricaturales. Il faut savoir aussi observer et se faire un tu vas être obligé d'aller discuter avec le Bétard bientôt, ça va être dur. Hein. J'ai aucun problème, je les ai invités à le faire. Je les ai invités à le faire. La gueule, quand même. Ben ouais. Oui, non, mais parce que c'est intéressant. Mais non, mais nous sommes les ennemis du Front National, évidemment. On a invité Le Pen, il n'est jamais venu. Ça aussi, à discuter, on aurait pu. Mais ouais, pourquoi vous l'auriez pas? Ouais, je sais pas. Juste pour terminer. Non, mais invité Soral. Soral qui défend la candidature de Jean-Marie Le Pen. Faut l'inviter parce qu'au moins, ça sera intéressant d'avoir son point de vue. Bon, lui, je crois qu'il viendra. Et alors, ce grand écart venant du Parti communiste, lui, et arrivant. Ça serait intéressant que vous ayez. Je pense que Mussolini est passé des partis de gauche au fascisme italien, quoi. Mais c'est vrai. Il y a un préalable quand même qui est intéressant, puisqu'on a une histoire particulière aussi avec un endroit où ça s'est passé, c'est-à-dire ce changement, le changement dont tu dis ça peut être l'élément dynamite, le Front National, parce que je ne pense pas. Et quand tu dis il faut que ça change à 380 degrés, c'est que ce n'est plus le Front National, quoi. C'est autre chose, quoi. C'est différent. Oui, mais le monde est en évolution. Oui, d'accord. Rien ne stagne. Mais si tu veux, il y a un endroit très précis où ça s'est passé, ce que tu dis, c'est en Algérie. Et on a vu comment les islamistes ont dynamité effectivement le pouvoir du FLN et comment à un moment donné la jeunesse en 88 s'est mobilisée et qu'elle est tombée, l'Algérie est tombée dans le piège islamiste. C'est-à-dire qu'au départ c'était dans les mosquées et puis des mosquées c'est passé donc à l'islam radical politique qui fait qu'on n'était plus sur la religion qui est normalement une affaire de conscience personnelle, etc. On en est passé à la manière dont les filles devaient s'habiller, à la manière dont on devait consommer de l'alcool ou pas de l'alcool, etc. Et qui fait que ça a fait quand même des centaines de morts, parce que qui c'est qu'ils ont flingué en premier? Ils ont flingué Aloula, intellectuel, ils ont flingué les neuropsychiatres, les psychiatres, ils ont flingué tous les cadres. Et ils ont amené la jeunesse algérienne dans une illusion qui fait que le pays, qui, avec tous ses défauts, etc., avec tout le FLN, le poids des affrontements des généraux, des clans, etc., s'est retrouvé avec plus de 300 000 morts. Et dans un espace complètement déstructuré où il n'y avait plus rien. Et il n'y a plus rien. Là, actuellement... Tu es allé là-bas? Ouais. Et actuellement, ce qui reste, c'est l'affrontement entre la puissance géopolitique française, européenne et États-Unis pour mettre la main sur le pétrole et le gaz algérien. Mais en 91... Tu t'es pas dit qui était derrière les islamistes? Tu t'es pas posé la question? Ce que je disais tout à l'heure, c'était essentiellement les États-Unis et les Anglais et les Allemands avec une complicité à l'intérieur donc des cadres islamiques. Et en 91, juste pour terminer là-dessus et après j'arrête, en 91, si tu veux, j'avais vu une carte de la CIA où il parlait que les deux pôles qui étaient nécessaires pour contrôler le continent africain, c'était 1, l'Afrique du Sud, 2, l'Algérie. L'Afrique du Sud, quelques mois plus tard, l'apartheid tombait, comme par hasard, dans un processus, etc. On peut pas regretter que l'apartheid soit tombé, mais si tu veux, ça faisait partie d'une logique, et on a vu après comment c'est mis en place. Et quelques mois plus tard, effectivement, on commençait les assassinats à grande échelle, notamment des intellectuels algériens. Donc on se rend compte qu'effectivement, là-dessus, tu vois, il y a des coïncidences qui n'en sont pas, quoi. Oui, non, mais... Non mais là je suis entièrement d'accord et sur l'analyse profonde. Hein, après c'est comment nous ici on va pouvoir agir en fait. Et 2007 sera certainement un moment fort parce qu'il y a eu la présence de Le Pen la dernière fois au second tour, il y a eu le non à la Constitution européenne et je pense que là on va arriver à une étape où je pense qu'on va aller dans cette direction-là. Qui va pouvoir porter la voix de la contestation et du changement? C'est une vraie question que je vous pose. Alors, non, une question. Je fais les sondages en ce moment. José Bové. Ah ben, moi je le connais un petit peu. Je trouve que c'était une très très bonne idée, mais il s'est lancé, il s'est retiré. Moi, il y a quelque temps, on en avait parlé, on avait discuté. Aujourd'hui, où est-ce qu'il en est? Oui, c'est sûr que lui avait, à mon avis, une carte à jouer. Ça, c'est certain. Et s'il se représente, tu le soutiendras? J'aimerais bien voir qui est autour de lui et qui est son équipe, mais oui, je pourrais faire partie de. On a des liens forts, donc c'est sûr on pourrait. Je ne pense pas qu'il puisse se présenter parce que
Je pense que le Parti Socialiste ne survivra pas à une candidature Beauvais. Donc tu penses qu'on l'empêchera de se présenter? Oui, je pense. Ils n'accepteront pas. Bon, c'est mon point de vue. Mais moi, ça m'inquiète moins, tu comprends. Que tu me dises, peut-être le séisme, ça serait José Bové, que tu dises, c'est Le Pen. Non, mais le problème, c'est que il n'y aura pas José Bové, c'est ça le problème. Oui, et il y a Le Pen, on est sûr. C'est ça. Bon, s'il faut choisir, je vais peut-être me jeter tout de suite à la scène. Bon, mais merci. Je crois qu'on va voir un sketch donc du spectacle 1905. En rappelant que Dieudonné fait le best-of, on fait un carton à la fin. On fait un carton à la fin. Alors, ok, ça va. Ouais. Donc voilà, fermez la porte. Donc merci à tous les parents d'élèves d'être venus à ce conseil disciplinaire. Et asseyez-vous, voilà, je vous en prie. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis professeur principal. Et je suis monsieur Le Bozy. Et non pas Le Zobi, bien sûr, comme vous verrez marqué un peu partout dans l'établissement. Alors, donc, si nous sommes réunis, bien sûr, aujourd'hui, c'est pour aborder le cas de la jeune Rachida Maklouf, et qui, je vous le rappelle, est venue lundi dernier au cours d'un âme le Bozek, et en anglais, avec la capuche, le fichu islamiste, voilà, sur la tête. Je vous rappelle que nous sommes dans une école laïque, où tout signe religieux est proscrit, et donc on va peut-être, dans Christiane, on va peut-être laisser la parole pour commencer à monsieur Maklouf, et le père de Rachida, qui va nous expliquer les origines de cette tradition, la stratégie et les objectifs de tout ça. Ça y est, je suis un bon musulman. Toujours, je parlais à Rachida, je disais, Wallah, faut pas mettre les voiles. Je parlais comme ça. Je dis, avoir les emmerdements, vous retirez les allocations, enlève les voiles. Toujours, je parlais, j'ai dit, va plutôt t'inscrire à l'association. L'association. Mi figue, mi raisin. Mi pute, mi soumise. Ah. Ça, c'est une bonne association. Les gens, ils sont bien, ils parlent bien. Voilà. J'ai dit, voilà, bon. J'ai dit, tu rentres dans l'association, peut-être dans 10 ans, tu es député socialiste, Parlement européen. Je parlais comme ça. Elle m'a mal parlé, elle m'a mal répondu. Elle a dit, papa, tu parles comme un mécréant, comme ça. Elle a dit, jamais j'irai pactiser avec les putes soumises à Satan. Elle m'a parlé comme ça. J'ai dit, tu sais, ma fille, il faut pas parler comme ça. J'ai expliqué, j'ai dit, tu sais, si on a baissé la tête toute notre vie, c'est pas parce que les chaussures, elles étaient jolies. Hein, c'est dans un pays, ils n'aiment pas les musulmans, c'est comme ça. Ils vont te jeter en prison ou dans la Seine, hein. Moi j'ai vu, hein. 61, 300, ils nous ont jetés dans la Seine, comme ça. Paris-Plage, les débuts, je sais. C'est-à-dire, pour nous, le voile, c'est pas agressif, c'est ça que je comprends. C'est le voile, c'est gentil, c'est con. C'est pas pour agressif les gens, c'est pas pour faire du mal aux gens. On met le voile comme ça, c'est pour protéger les cheveux, voilà. Par les pollutions atmosphériques, par rapport. Les cheveux maghrébins, beaucoup plus sensibles, beaucoup plus fragiles. Non, c'est pas pour dominer la femme, non. Jamais je domine ma femme, jamais. Des fois, ma femme, elle me demande, elle dit, domine-moi. Je dis, je te domine. Tu te domines, c'est tout, moi je me domine, voilà. Et dominant, tout le monde est domine, c'est tout. Non, c'est pas la soumise. C'est nous, le voile, c'est gentil. C'est comme c'est gentil. On est gentil, comme ça, le voile. C'est pas. C'est plus joli. Ah ouais. Ah, pour nous, c'est plus sexy pour nous. Ah. Un beau voile en lin de chez Marmot. Pour vous, c'est le string, pour nous, c'est le voile. C'est un. Non, c'est pas religieux, c'est pas. Pas plus religieux qu'une paire de Nike, faut pas parler comme ça. Ouais. Je dis juste, faut pas renvoyer mon enfant, c'est tout. Fait 30 ans, je vide vos poubelles, je demande tout mon monde gentil, c'est pas grand chose, ça c'est. Mais la question n'est pas là, monsieur Maklouf. Je crois qu'on est entre adultes, au contraire, pour discuter. Je crois qu'on est au contraire dans la discussion. Mais vous devez aussi entendre une chose, c'est que nous, on doit transmettre à votre enfant un souci d'universalité, ce qui est universalité. C'est-à-dire universalité. Non, laisse Christiane. Mais c'est-à-dire
permettre à votre enfant de transcender sa frontière communautaire, d'aller au-delà et de l'islam, pour vous, qui est une très grande religion, attention, hein, très spacieuse et très confortable. Mais il y a des gens qui ne sont pas dedans de ça, qui sont en dehors, hein, les infidèles, voilà. Mais qui sont fidèles à leurs choses à eux, mais pas comme vous, mais des mécréants, ouais. Les chiens, comment ça les chiens? Parler des canidés, je ne comprends pas le rapport. Non, ce que je suis en train de dire, laisse Christian, ce que je suis en train de dire, on a tous une religion, monsieur, je l'imagine. Hein. Ici, peut-être, tout le monde a une religion différente. Non, moi, enfin, c'est-à-dire, si, moi j'aime le jazz, donc c'est vraiment ma... Mais écoutez, moi, c'est ma religion, eh ben, ça, c'est ce qui me permet de m'évader, monsieur, et comme vous, votre Coran. Ah ben, c'est ça. Ah ben, pareil, hein, 5 fois par jour, hein, comme vous, hein, dans n'importe quelle direction, c'est l'avantage du jazz. Non, mais ce que je suis en train de dire, Christian, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne vais pas amener le jazz dans la classe. Sinon, voilà, c'est la cacophonie. Voilà, c'est la sphère privée. Tout à fait, vous avez compris. Vous voulez intervenir, monsieur Blumenthal, allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, j'ai un petit problème avec cette gourmette. Alors, je suis monsieur Blumenthal, tout à fait. Je suis le père de Fabrice, hein, qui est premier ou deuxième, certainement. Enfin, non, voilà, la question, bien évidemment, la question n'est pas là. Alors, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, hein, les arguments avancés par monsieur Plouf Plouf. Pardon? Ce qui m'effraie le plus dans cette affaire de voile, hein, ce n'est pas le voile en lui-même, entendons-nous bien, hein, qui appartient à un folklore primitif tout à fait amusant, tout à fait burlesque, tout à fait comique. J'y arrive. Ce qui m'inquiète le plus, eh bien, c'est la montée de l'antisémitisme dans cette classe de 5e, c'est qui est absolument inacceptable. S'il vous plaît, monsieur Maclouf, on ne fait pas comme ça. Ici, il a fait on ne fait pas à 6 millions de morts, monsieur Maclouf. Vous savez, derrière ce voile de Ben Laden, parce que cette jeune indigène des quartiers est de la ville arbore fièrement cette étoffe bon marché. Qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire? Quel est son projet? L'extermination, monsieur, radicale de toute une population. Et ça, plus jamais, vous m'entendez? Tout à fait. Alors, voilà, je crois qu'il faut être constructif et vous avez raison de le souligner. Alors, moi, ce que j'ai... Non, c'est ce que j'ai fait, puisque avant de venir à ce conseil, hein, qui ne sert pas à grand-chose, j'imagine, je suis allé voir le proviseur de cet établissement pour lui proposer, hein, en partenariat avec le ministère, une grande campagne de prévention, hein, contre l'antisémitisme, tout à fait. Dans la classe de 5e cycle, dans les murs de la classe, hein, c'est-à-dire des panneaux seront mis bientôt, hein, des pins, touche pas à mon pote juif, seront donnés à chaque... Et ainsi, s'il vous plaît, et ainsi, et ça c'est un scoop, un DVD hein, sera offert gratuitement à chaque élève, gratuit, donné, tout à fait, hein, du film Shoah, hein, qui fait 9h, hein, que les enfants pourront regarder à leur gré chez eux tout le week-end. Oui, non, bien sûr, je comprends, mais je crois que là, on n'est pas dans le sujet. Et j'aimerais ressentir... Non, je respecte votre souffrance, hein, monsieur, bien sûr. Oui, mais si on aborde votre souffrance, monsieur, je crois que il va falloir aborder toutes les souffrances. Bon, moi, je suis professeur de mathématiques. Ah si, il y en a d'autres, n'hésite pas, il y en a... Oui, ma femme... Oui, mais pour nous, ce sont tous les enfants de Marianne, de la République. Il n'y a pas à faire de différence, donc on ne va pas... Marianne, non, elle n'a pas collaboré, Marianne. Elle a été tondue en 45. C'est pour ça qu'il lui a mis un bonnet. Non, écoutez, je peux pas... Non, monsieur, oui, mais il faut être sérieux. Là, on va passer là. Vous me ferez un procès, on verra avec les syndicats. Pas de menace, monsieur. À vous, madame. Madame Cochon. Allez-y, madame, tout le monde doit s'exprimer. Donc, bonjour. Je suis madame Cochon, donc la maman de Virginie. Hein, Virginie Cochon. Bon, pour ma part, au risque d'apparaître comme un peu marginal, un peu fantaisiste, je dirais que je suis blanche et chrétienne. Hein, j'espère que je ne dérange personne.
Puisque j'appartiens, je pense, à une minorité dans cette classe. Ah ben moi, je dois dire que j'ai été extrêmement choqué par ce que je viens d'entendre. Ben excusez-moi, monsieur Maclouf, mais pour nous, le voile est une marque d'humiliation, monsieur. Ben monsieur, vous avez certainement la vaillance d'un bourricot pour contenter vos 5 femmes. Je n'en doute pas. Mais vous n'aurez pas la vaillance de me convaincre de vos lubies d'un autre âge, monsieur. Eh bien, vous êtes dans un pays où les femmes se sont battues pour leurs droits, monsieur. Le droit de se faire exploiter, mais avec un minimum de courtoisie, quand même. Ben, la France a une histoire, elle ne se laissera pas macloufiser sans réagir. Écoutez, depuis tout à l'heure, moi j'entends des choses extraordinaires. Alors là, je dois dire, monsieur Maclouf nous explique donc que le voile serait plus ou moins le string du Maghreb. Non, mais on est où? Monsieur dont j'ai oublié le nom, alors lui voudrait diffuser des films d'horreur à nos enfants toute la journée. Merci beaucoup. Tout à l'heure, notre ami africain va proposer quoi? Des blattes et des termites à la cantine, c'est ça? Pourquoi pas? C'est très riche en protéines, je l'imagine. Hein, mais et le français dans tout ça? On est de la merde, c'est ça? Quoi, faut qu'on s'en aille? Mais où doit-on repartir? Partir où? Je veux dire, c'est les grandes migrations, c'est ça que vous voulez? Les charrettes sur l'autoroute mais ce qui manque à cette école, monsieur, je vais vous le dire, c'est une morale, monsieur. Bien sûr, l'éthique, la morale chrétienne, croyez-moi bien. Vous savez, moi et mon mari n'avons malheureusement pas les moyens d'envoyer nos 3 enfants dans une école privée. Hein, nos 3 petits cochons, comme je dis toujours. Et c'est à reculons que chaque matin, je les dépose dans ce lieu de perdition. Hein. Encore hier soir, ma fille aînée, donc Virginie, elle rentre de l'école, elle me dit, maman, faut que je te parle. Je dis, tiens, cet enfant ne m'a jamais parlé, qu'est-ce qui se passe? Elle me répond, maman, j'ai décidé d'arrêter les cours de catéchisme. Je dis, mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, j'ai pleuré. Elle m'a répondu, parce que j'ai décidé de m'inscrire, j'arrive pas à le dire, au cours de danse africaine. Vous savez, ces danses à la gloire de la fornication, auxquelles s'abandonnent les femelles bambara, c'est ça, sur les bords du Niger. Qu'est-ce qu'elle va me demander la prochaine fois? L'autorisation de se faire exciser, c'est ça? Pour faire comme les copines? Non, mais pourquoi? Mais nous ne sommes pas préparés à ça. Qu'est-ce que vous attendez de nous, je veux dire? Moi, j'ai une question à poser à cette assemblée. Ben, allons-nous pouvoir continuer à parler le français? Ne riez pas, madame. Moi, j'ai mon petit dernier qui est en maternelle grande section, qui a 5 ans. Il ne s'exprime plus qu'en Wolof aujourd'hui. C'est sa langue maternelle, tout à fait. Son frère, qui a 11 ans, vient de se faire poser, lui, un étui pénien qu'un copain papou lui a ramené de son village. Ah, c'est un cylindre en cuir qui prolonge le sexe d'1 mètre environ, on ne sait pas pourquoi. Oui, mais vous savez, monsieur, entre une fille qui danse seins nus dans l'appartement, un petit Wolof, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait plus. Et l'autre qui apprend à jouer du flutio dans son étui devant la télévision, qu'est-ce que vous attendez de nous? Je veux dire, qu'on se balade à poil dans la rue, qu'on s'encule pour se dire bonjour, c'est ça? Comme le font les bonobos. Sommes-nous des bonobos? C'est la question que je veux vous poser. Ah, moi, mais là, j'arrête, c'est pas possible. Mais c'est pas le sujet, en fait. Nous, on est là pour transmettre un savoir, on n'est pas là pour donner des leçons de morale à vos enfants, madame. Mais non, mais j'ai l'impression que tout le monde ne tire la couverture. Ah, ça m'énerve, là. Mais madame, je ne vais pas revenir à la Révolution française, quand même. Et aux Lumières, à la lettre aux enseignants de Jules Ferry. Nous, notre mission, c'est la transmission du savoir. Bon, ça sert à rien. On termine. Non, ça sert à rien. On va finir avec le monsieur, là, qui dort. Il dort. Mais réveillez-le, poussez-le, madame. Pourquoi tu me pousses comme ça?
je vais aller te pousser quand tu dors comme ça. Non, mais c'est grave. Mais j'ai entendu. Le problème, je travaille la nuit, quoi. C'est ça le problème. Non, mais j'ai entendu. Le gars là, il veut donner des DVD. Je prends ça, moi. Comment? Et dans le moment, je suis le père de Mamadou, hein. Il y a mon gars, il me dit, papa, il faut venir à l'école, il y a le problème avec la jeune arabe, là. Il dit, mais comment tu viens m'embêter? Je suis en train de dormir, non? Il m'a dit, non, papa, yo, vraiment, c'est urgent, quoi. C'est-à-dire, c'est le problème de tissu, quoi. Le tissu est mauvais pour l'école. J'ai dit, mais comment le tissu va aller bagarrer avec les gens? Tu me racontes? Il m'a dit, non, papa, yo, vraiment. C'est-à-dire, la fille est accrochée au tissu, quoi. On ne peut pas détacher, quoi. On ne peut pas. Elle est accrochée, quoi. J'ai dit, toi, vraiment. C'est le farceur, vraiment. Hein. Non. J'ai dit, non, mais c'est possible. N'est-ce pas, si tu donnes le tissu au nourrisson, là, le bébé, n'est-ce pas, avec les dents, là, il va manger ça, quoi. Si tu veux retirer, mais tu ne peux pas. L'enfant est accroché, il est envoûté par le tissu, quoi. Voilà. Ah, il faut désenvoûter la fille, c'est la même. Je connais un Malien, il peut faire ça. Très grand Malien. Donc, c'est dans le bas. Quand j'entends les machins là, vos histoires de tissu là, non, ça n'est pas sérieux. Non, mais le problème, mais c'est le programme scolaire, n'est-ce pas? Non, c'est mauvais, c'est gâté. Ah ouais. Je vois encore le week-end là. Chez mon enfant, il me dit, papa, je vais réviser. Je dis, donne. Nos ancêtres, les Gaulois. Mais qu'est-ce que vous apprenez à mon enfant? C'est grave. Personne n'a été Gaulois chez nous, on ne connaît pas. Vercingétorix. Les gars avaient des couettes, hein. Non, ça n'est pas sérieux. Pas une ligne sur la traite négrière, pas une ligne sur la colonisation. Mais comment? La France a gagné son argent comment? Elle a été volée ça en Afrique. Il faut raconter la vérité aux enfants. C'est la vérité. Encore le matin, j'entends la radio, non? Ils disent 80% des gens qui vont mourir du sida là, ce sont les Africains. Mais pourquoi on n'envoie pas les médicaments là-bas? Bon, moi j'arrête, Christian. Mais non, c'est pas le sujet, et puis c'est tout. Mais moi, j'ai pas de laboratoire pharmaceutique, pourquoi vous me parlez comme ça? Mais je m'en fous, moi, monsieur. Mais c'est pas des Africains, je m'en fous, c'est pas le sujet. J'ai envoyé quoi en Afrique? Professeur de mathématiques, ouais. 3 calculettes, ils en ont rien à foutre, les Africains. Mais le sujet, vous l'avez dit, c'est le bout de tissu de mademoiselle Maclouf. C'est ça qu'on doit trancher. Bon, ça, on va passer au vote directement, parce que tout le monde tire la... À main levée. Non, pas les papiers, c'est trop tard. Christiane, tu vas noter, Christiane, on va... Ah, vous voulez vous exprimer, Madame Wang? Eh, mais on ne vous voit pas derrière, mettez-vous devant, là. Quand j'ai revenu au Vietnam, beau people, mon lion, beau people, amour, beau people. Je vous arrête, Madame Wang. Non, mais c'est vrai, elle a raison, on ne parle jamais des beau people, c'est vrai. On fera un exposé, vous viendrez avec vos photos, mais là, c'est pas le moment. Là, on va passer au vote. Non, on va voter, madame, on va voter. Oh, moi, pas voter. Pas de problème, pas retourner au Vietnam.
Mais personne ne va vous renvoyer au Vietnam, Madame Wang. Pourquoi vous dites ça? Vous êtes en France, vous êtes française maintenant. Donc, mais si vous avez épousé un Français, madame, automatiquement, il vous a violé. Et vous êtes française par le viol. Vous n'êtes pas toute seule, madame, il y a toutes les Antilles avec vous. Allez, allez. Allez, ça va. Bon, allez. Allez, on va passer. Non, mais ça sert à rien, Christian. Toi, tout le monde a envie de... Allez, on se concentre. On va passer au vote, s'il vous plaît. Donc, ceux qui sont pour le maintien de Mademoiselle Maclouf et le maintien vont lever la main. Allez, Christian va prendre les noms. Asseyez-vous, monsieur Maclouf. Ça sert à rien de vous mettre... Mais on vous a compté, vous comptez, vous inquiétez pas. Voilà, ça fait 5, hein, c'est ça 5. Donc, ceux qui sont pour l'expulsion maintenant, l'expulsion de Mademoiselle Maclouf, hein, vous allez lever la main. Une main, monsieur Blumenthal, une main. 5, voilà. Donc ça... 5-5 ? Bon. Comment on fait, monsieur Maclouf? On coupe le voile en deux? Elle vient à mi-temps? Mais non, parce que là, apparemment... Bon, écoutez, moi, j'ai pas le temps. Non, mais moi, je dois y aller, Christian. Je te laisse finir la réunion. Non, j'ai un concert de jazz, ça me pompe, là. Ben voilà, on vient de voir dans entièrement un sketch, un sketch d'anthologie carrément, donc de Diodo. Et on va se dire au revoir. On va se dire au revoir en annonçant bien sûr le spectacle de best-of de Diodo au Théâtre de la Main d'Or. C'est jusqu'à quand C'est jusqu'à la fin du mois de février, peut-être fin mars même, on va dire fin mars. Ah bon, d'accord. Donc il y a le temps pour aller le voir. Sinon, il y a d'autres spectacles dont on ne va pas parler maintenant tout de suite. Des salles que l'on cherche, qui doivent se confirmer. Voilà. Ça va se faire. Là, ça va se faire. On te remercie d'être venu. Pardon? On peut remercier Dieudonné de venue et dire qu'aussi à Zalaire, on peut accueillir tout le monde. Vous voyez que pour une fois, on reçoit quelqu'un qui est venu et qui s'est déplacé. C'est pas souvent quand même. Ça s'appelle aussi la démocratie. La démocratie, c'est de parler avec tous les points de vue, comme le dit Dieudonné, mais comme aussi nous. Ouais, et puis on peut dire aussi pour ceux qui sont, comme parlait là un peu hors plateau, qui s'inquiètent et qui t'imaginent circulant avec 3-4 derrière, avec des hommes en armes pour te protéger et tout, que non, que ça se passe pas comme ça, que dans la rue, enfin tu peux peut-être nous dire comment c'est plutôt sympa. Ouais, c'est plutôt un accueil très favorable, en tout cas une population qui est très chaleureuse. Et je vous invite à venir un jour sans problème le constater avec moi dans les rues de Paris. De toute la France d'ailleurs. Bah écoute, on le fera, on mettra des caméras. Quelque chose à ajouter Non, voilà. Écoute, merci pour l'accueil. Et puis je vais aller m'échauffer un petit peu là, parce qu'il faut quand même. C'est tous les soirs sur scène depuis quelques années déjà, mais c'est quand même à chaque fois un moment unique. Donc il faut se préparer. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Salut. Bye. Ciao.